De retour en direct sur le plateau d'ATV, bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour notre second débat de la soirée avec les candidats dans la circonscription du Sud. Les 6 autres candidats nous ont rejoints sur ce plateau. Jérémy Ferdinand, candidat de Nous Pepla, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux Martiniquais qui nous regardent. Avec nous également Émilie Joncart, candidate de Martinique Citoyenne, bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également pour ce débat, Daniel Duval-Violton, vous représentez la Martinique qui parle vrai. Bonsoir. Oui, bonsoir. Avec nous également sur ce plateau, Sylvia Seïsoutane, candidate de la droite et du centre soutenue par les Républicains. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec nous également Sébastien Dubois, candidat de l'Union populaire républicaine. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Hervé Pinto du collectif Justice. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir à la Martinique. Une émission donc, que j'ai le plaisir de co-animer avec Eddy Marajour. Bonsoir Eddy. Bonsoir, et Mike Erasque qui nous rejoindra en fin d'émission. Vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions sur les réseaux sociaux. #débat ATV. Je rappelle que les candidats disposent chacun de 10 minutes de temps de parole, plus 1 minute réservée à la conclusion. Politiciens aguerris ou candidats novices, représentants de partis connus ou émanations de collectifs ancrés dans la société civile, vos parcours sont différents et vous avez tous et toutes sans doute de bonnes raisons de briguer ce mandat de député et c'est justement ce que l'on va tenter de comprendre durant la première partie de notre échange. Alors Jérémy Ferdinand, vous avez 28 ans, vous êtes enseignant en agronomie, animateur de la section sud de Nous Pepla, vous avez fait campagne pour la CTM en 2015, donc exact, sous la bannière de Nous Pepla déjà. 4,98% des suffrages exprimés, c'est le résultat obtenu par la liste sur la section sud. Quelles sont vos ambitions pour ce nouveau scrutin? Comme tous ceux qui sont ici, nous partons pour défendre nos valeurs déjà, les valeurs écologistes concernant le mouvement Nous Pepla, des valeurs de justice sociale et de justice économique. Évidemment, nous avons pour ambition de gagner pour faire entendre ces valeurs à l'Assemblée nationale. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si l'on se base sur le score de 2015, sur quelle réserve de voix pouvez-vous compter pour renverser la vapeur et l'emporter éventuellement pour ces législatives? 2015, c'est un peu loin quand même. Entre-temps, il y a eu divers événements, notamment la mobilisation écologique contre l'usine Albioma, aussi certaines prises de conscience concernant le mode de consommation. Et aujourd'hui, je pense que les Martiniquais sont prêts à aller vers une voie écologique. Émilie Joncart, vous êtes la candidate de Martinique Citoyenne sur cette circonscription du Sud. Originaire du Vauclin, vous n'êtes pas une nouvelle venue en politique, militante depuis une trentaine d'années. Vous avez déjà participé aux élections régionales en 2010, cantonales en 2011. En 2015, vous étiez candidate à la CTM sur la liste Martinique Citoyenne, tête de la section Sud. Alors 2,75%, c'est le score de votre liste dans le Sud. Nathalie Josse, candidate de Martinique Citoyenne à Fort-de-France, affirme qu'il y a trop de candidats à cette élection et qu'il faudrait s'unir plutôt que de candidater chacun dans son coin. Est-ce que vous partagez cet avis ? Personnellement, nous à Martinique Citoyenne, un message à faire passer, nous avons des choses à dire, nous avons des solutions à apporter aux problèmes de la population. Donc, je ne pense pas, au contraire, lorsqu'il y a une pluralité de candidats, les Martiniquais ont beaucoup plus de choix, ça ne me dérange pas qu'il y ait plus de... L'idée d'une union des plus petits candidats qui partageraient des idées communes, pour l'instant... Qu'est-ce que vous appelez petits candidats? Dans cette ligne-là. Enfin, des candidats qui partageraient des idées. Il n'y a pas de petits candidats. Non, il y a des candidats. Il y a des candidats aux élections législatives, point. Parce que Nathalie Josse semblait, elle l'a exprimé sur ce plateau, semblait dire que les jeux étaient déjà faits. Elle avait même désigné les candidats qui seraient présents au deuxième tour sur sa circonscription, en l'occurrence M. Lachimi et M. Carole. On a l'impression que vous êtes aux antipodes de sa position. Alors, il faut que les Martiniquais qui nous écoutent ce soir sachent pourquoi nous sommes là. Nous sommes pour les élections législatives et pour élire donc les députés. Vous aurez à élire le député du sud de la Martinique et nous tous, nous sommes là pour ça. Nous vous apportons des projets et selon ce que vous verrez, nous sommes là pour le grand oral ce soir et selon justement, si nous arrivons à vous convaincre, donc vous élirez le député qui
ira à l'Assemblée nationale défendre la Martinique et la nation France, parce que le député n'est pas seulement le député du sud de la Martinique, mais de la nation. Le député est là également pour voter les lois, pour proposer des lois, pour contrôler le gouvernement, pour apporter des problèmes, les dossiers individuels également auprès des ministres, pour siéger dans des commissions. Nous sommes là pour ça, pour un travail de député. D'accord, donc le score de votre liste en 2015, alors M. Ferdinand disait que c'était déjà loin, c'est il y a 2 ans, n'est pas de nature à vous décourager pas du tout. Pour ces élections de 75%. C'était à la CTM, c'était dans un autre contexte. Là, nous sommes pour la députation et c'est vraiment autre chose. Nous avons des dossiers, nous avons des propositions à faire et nous serons jugés sur nos propositions. Daniel Duval-Violeton, vous êtes gynécologue, connu pour votre franc-parler. Depuis de nombreuses années, vous animez des émissions sur la santé. Vous avez décidé de vous lancer en politique avec un slogan, la Martinique qui parle vrai. Votre candidature a surpris. Vous dites même qu'elle dérange. Elle dérange qui exactement? Ceux qui n'y croyaient pas. Je pense que par surprise, ils m'ont découvert, mais en fait, depuis longtemps. Il mûrit en moi l'idée de construire une Martinique qui devient vraie. Vraie parce que nous avons trop d'atouts, trop de richesses pour qu'on puisse traîner, véhiculer autant de souffrances. Et cette souffrance, je la sens, ce n'est pas au-delà de mon cabinet. Je ne suis pas à suivre des vagins sur pattes. Je suis des femmes et des hommes dans leur tête, dans leur âme et dans leur corps. Et cette souffrance que je vois depuis des années m'a obligé aujourd'hui, pas par ambition, comme vous l'aviez posé à un autre candidat, mais par mission. Parce que cette mission, c'est d'entendre, d'écouter et de remonter jusqu'à l'Assemblée nationale tous les éléments qui remettraient dans cette Assemblée l'humain au centre des débats. Et vous pensez que cette mission que vous voulez mener, c'est à l'Assemblée nationale qu'elle peut se mener le plus efficacement? Pourquoi ne pas continuer à agir comme vous le faites sur le terrain Je pense local? Que c'est une complémentarité. C'est parce que, vous verrez, dans les axes que nous avons choisis, la santé, la famille, le travail, la formation professionnelle, je suis persuadé que c'est à ce niveau-là des lois qu'il faut intervenir de façon à ce qu'on ait non seulement des lois adaptées, mais en plus qu'elles soient appliquées correctement. Et sur le plan de la santé, j'ai un cheval de bataille. Alors, on en parlera des priorités et des projets. Vous avez été contacté par La République En Marche qui vous aurait proposé l'investiture et vous auriez refusé. Pourquoi? Alors, est-ce qu'un coup de fil malveillant, est-ce simplement un canular? En fait, à la limite, celui qui était au bout du fil a très bien compris que je ne voudrais en rien faire que cette Martinique n'évolue pas. Qu'elle soit en marche. Mais M. Macron n'a pas le monopole de En Marche. Mais qui de vous, journaliste ou parmi mes compatriotes, voudrait voir une Martinique stagner, reculer? Si le mot En Marche dérange, je dirais Martinique qui avance. Mais on aura les slogans de tout individu. Je pense qu'une Martinique vraie, consciente de ses difficultés, consciente qu'elle vit et qu'elle continuera à vivre pendant longtemps dans le sein d'un hexagone, ouvert sur le monde, libre, apaisé. C'est dans cette dimension que cette Martinique doit marcher. Merci. Alors Sylvia Seysoutane, la candidate de la droite et du centre, soutenue par les Républicains. Vous êtes conseillère exécutive à la CTM en charge de l'éducation des collèges et des lycées. Vous avez pris votre mandat à bras-le-corps, engagé de nombreux chantiers. Vous êtes prête à tout laisser en plan pour devenir députée? Est-ce que le Palais Bourbon vaut mieux que Plateau-Roi? Non, ce n'est pas tout laisser en plan, bien au contraire, parce que c'est une équipe. Grand Assemblée pour Bapé et Archamps, c'était une liste. Et donc, il y a des personnes de qualité sur cette liste et qui seront à même de continuer ce dossier. Par contre, au niveau des législatives, il me semble qu'il est important effectivement de porter des projets. Et j'ai vraiment envie d'aller pour porter des projets auxquels je crois et sur lesquels je me retrouve beaucoup. Donc, ne rien laisser. Lorsque j'étais adjointe aux affaires scolaires, j'ai travaillé et œuvré comme je le pouvais. Et c'est toujours cette énergie que je souhaite mettre à la disposition de chacun et de chacune. Comment vous avez vécu la petite phrase assassine de M. Boutrin qui, sur les antennes d'RCI, disait qu'il ne comprenait pas comment des gens qui avaient récemment pris des fonctions de conseiller exécutif qui pouvaient être candidats aux élections législatives. Je dois préciser que c'était une semaine avant que lui-même déclare sa candidature. Ça s'adressait à ses j'insistais et ça s'adressait à ses confrères. Oui. Est-ce que c'est compatible d'avoir
conquis le pouvoir, parce que c'est ça concrètement, donc le pouvoir de dire non, de prendre des décisions, de faire que les choses bougent, et puis un an après, ou un peu plus d'un an après, repartir sur notre chantier. Ça paraît un peu paradoxal, non? Moi, je ne trouve pas, puisque Bapé en chance, c'est quand même un mouvement qui a existé au premier tour et qui a toute sa légitimité pour être aujourd'hui. Donc vous pour ces élections. recouvrez votre idéologie de base. Vous savez que, ça en fait, ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce qu'on a fusionné qu'on est identique. Et donc forcément, et d'ailleurs même au niveau de grands assemblées même, il y a des candidatures qui sont plurielles sur les territoires. Oui, Donc vous comprenez, antagonistes. ce qui compte pour moi, et je pense que c'est important, et je crois que vraiment la Martinique a envie d'entendre ça, c'est que les gens ont envie de choisir. Et ils ont envie de se retrouver, de se représenter dans quelqu'un. Qu'est-ce que Et vous j'ai pensez envie d'incarner cela dans le Sud. Qu'est-ce que vous pensez des mauvaises langues qui disent Sylvia Seif Sultan a des ambitions municipales et c'est le meilleur moyen pour elle de compter ses voix à Rivière-Salée? Ces mauvaises langues-là, vous allez les laver parce que je ne Vous n'avez pas d'ambition je municipale. ne me retrouve pas absolument dans ce que vous dites là. Vous savez, On l'entend, vous savez qu'on l'entend. oui, on entend Et tout. vous l'avez hein. déjà entendu. Vous savez qu'on entend tout et Oui. n'importe quoi aussi en politique. On en a vu tout à l'heure, on en a eu un exemple. quand même assez Rassurez-les, criant vous n'avez pas aujourd'hui. d'ambition municipale. Alors, moi, je ne sais pas qui vous voulez que je rassure ou qui vous voulez que je rassure pas. Ceux qui sont inquiets, Moi, j'ai envie aujourd'hui de vous dire que le combat que je mène aujourd'hui, ce sont les législatives. d'accord. Le 10 juin. Chaque C'est combat, l'un après ça. l'autre. C'est celui-là. Très bien. Alors vous vous retrouvez sur la même circonscription que Jean-Philippe Nilor, qui est votre collaborateur dans l'alliance de gestion qu'il y a Gestion, vous l'avez à bien dit. Oui, je le précise, mais il faudra encore et toujours l'expliquer, qui est votre adversaire politique sur cette élection. Et il se dirait qu'Alfred Marie-Jeanne vous soutiendrait plus que lui-même. Donc, il y a beaucoup de mauvaises langues, il y a beaucoup de gens qui parlent. Alors, est-ce parce qu'il y a une confiance qui s'est installée entre Monsieur le Président du Conseil exécutif de la CPM? Donc vous confirmez qu'il vous soutient? Non, pas du pour tout. cette élection. Simplement, je dis qu'il y a une confiance qui s'est installée où les dossiers qui m'ont été confiés m'ont été donnés. Ainsi, peut-être qu'il y a un respect mutuel qui me permet de dire qu'aujourd'hui, moi, vous savez, ce qui compte surtout, c'est ce que les électeurs et les électrices vont faire. C'est ça qui compte. Et dans le Sud. Donc moi, les langues qui parlent, vous savez, en politique, c'est surtout maintenant ces jours-ci, on entend tout et son contraire. Tout et son contraire. Donc moi, je dis simplement, les gens qui ont envie de voter pour moi, je les engage fortement à le faire le 10 juin. Sébastien Dubois, délégué régional de l'Union populaire républicaine. Alors à la différence des élections présidentielles, les élections législatives s'appuient sur un ancrage plus local des candidats sur leurs circonscriptions respectives. Alors quel est l'ancrage de Sébastien Dubois sur cette circonscription du Sud? Moi, ça fait 12 ans que je suis en Martinique. Je suis installé en tant qu'opticien. Je suis commerçant depuis 10 ans donc au Diamant. Mon ancrage, j'ai investi ici, j'ai ma maison, j'ai ma compagne qui est avec moi. Enfin, j'habite ici. En fait, j'ai pas d'autre endroit où je vis. Donc après, à partir de là, j'ai des connaissances, j'ai des relations, comme un petit peu tout le monde. Et en fait, moi, je pense qu'il faut s'investir dans des combats qui nous tiennent à cœur. Moi, j'ai découvert l'Union populaire républicaine, c'est pour ça que je suis là ce soir. Si je n'avais pas découvert ce parti politique-là, précisément, je ne pense pas que je me serais investi en politique, mais je le fais parce que nous portons vraiment un message nouveau, un discours, des analyses nouvelles qui doivent être entendues, et partout, surtout les territoires de France, de l'Hexagone, des Outre-mer. Alors, quels sont... Vous souhaitez réagir, Eddy? Oui, le leader, le candidat, c'est l'un des leaders de votre mouvement, le candidat sur la circonscription du centre, nous disait que l'UPR n'avait strictement rien à voir avec le Front National. Est-ce que vous êtes aussi catégorique que lui? Est-ce que les valeurs sont strictement différentes? Tout à fait, strictement différente. On n'a rien à voir avec le Front National. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous me posez cette question toujours et pourquoi tous les journalistes nous posent cette question systématiquement. Vous devez probablement avoir la réponse, non? Mais non, justement, on se demande mais pourquoi? Parce qu'en fait, parce que quand on met les programmes l'un à côté de l'autre, on est capable de faire des liens qui nous surprennent nous-mêmes et qui n'ont pas... Mais comme quoi, par exemple? Par exemple, la sortie de l'Union européenne? Non, Madame Le Pen ne le propose pas. Elle ne le propose Non. plus, vous voulez dire? Non, elle ne l'a jamais proposé. Ah bon, d'accord. Elle ne l'a jamais proposé. Suite à un référendum qu'elle soutiendrait,
elle proposait à l'époque de sortir de l'Union européenne. Pas du tout. Elle proposait un référendum dont le but serait de refonder une Europe respectueuse des nations, des souverainetés des peuples d'Europe. Lisez bien. Il faut bien lire. On a deux visions des choses. L'euro, là, vous n'allez pas pouvoir nous dire le contraire. L'abandon de l'euro pour une monnaie nationale, vous, c'est le cas ? Mais elle ne connaît rien, Mme Le Pen, en fait, parce que techniquement, en fait, l'euro, c'est déjà une monnaie nationale, puisque c'est une créance sur la Banque de France. Mais au-delà des conjectures sémantiques, vous comprendrez que votre programme et celui de Mme Le Pen ont malgré tout un certain nombre de similitudes qui interpellent. C'est bien que vous puissiez nous dire ce soir, ça n'a rien à voir. Aucune. La préférence nationale, le patriotisme national, etc. Non, nous, on est pour la production, l'intensification de la production nationale. Mais c'est normal, parce qu'on a des problèmes de chômage, je pense que vous êtes au courant. On a des problèmes de chômage en France. Donc nous, on estime, enfin, on a preuve à l'appui, on dit que c'est l'euro qui est le premier responsable du chômage en France. Et ça, on peut, je ne vais pas pouvoir vous le développer parce qu'on a peu de temps, sur ça, mais il y a un site internet, je vous renvoie tous les auditeurs sur upr.fr, il y a toutes les analyses. Le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Il n'y a que François Asselineau qui le propose. D'ailleurs, c'était le seul candidat du Frexit pendant l'élection présidentielle. Personne ne l'a contesté. Voilà. Très bien. Hervé Pinto, militant syndical, vous aviez fait l'objet d'une arrestation musclée en marge de la visite en Martinique du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. À l'époque, vous souhaitiez dénoncer un conflit qui vous opposait à votre employeur, La Poste. Vous aviez porté plainte pour violence policière et obtenu gain de cause. Vous avez aussi saisi avec succès la justice pour un terrain de plusieurs hectares aux Trois-Îlets. C'était un combat qui avait été très médiatisé, vous appartenant et qui aurait été vendu illégalement. L'affaire a duré plusieurs années. Vous voilà sur la scène politique, vous candidatez sur la bannière de votre collectif, le collectif Justice. Alors, qui est membre de ce collectif, à part Hervé Pinto lui-même? Alors, nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs à composer ce collectif. D'ailleurs, il y a 2 membres à l'extérieur qui nous écoutent, qui nous regardent, mais il y a aussi d'autres personnes comme Félix Jean-François, M. Bellemare. Il y a plusieurs personnes donc, qui composent ce collectif. Et il y a encore d'autres personnes qui ont peur, des gens qui sont tapis dans l'ombre, parce que ce système tel qu'il est, il est vraiment répressif. Alors, vous savez, j'écoute les différents candidats discuter, se présenter au nom de partis politiques. Et vous avez dû remarquer que nous ne sommes rattachés à aucun parti politique. Et il y a une raison fondamentale à ça. C'est-à-dire que nous faisons le constat que les partis politiques, tant en Martinique qu'au niveau national, ces partis politiques-là font tout le contraire de ce qui est prévu dans la Constitution française. Parce que nous n'avons pas inventé la Constitution française, hein, elle est là, elle existe. La Constitution de 1958. Ces gens-là font tout le contraire. Et donc, il y a de quoi s'interroger. Donc c'est un peu pour ça, et même beaucoup pour ça, que vous êtes là. Alors, je ne veux pas entamer mon temps de parole, mais rapidement pour vous dire, article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, écoutez bien, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, vous avez parlé de terrain, la sûreté, l'état d'urgence, et la résistance à l'oppression. Vous me parlez de mes activités syndicales. Donc, les associations politiques devraient s'accaparer de ces valeurs, de ces droits naturels et imprescriptibles. Ben, il n'en est rien. Voilà ce que je peux dire dans l'état actuel des choses. Alors, juste une autre question. Comment on passe de cet activisme de terrain que vous avez pratiqué toutes ces années à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, un environnement très feutré, très codifié, très différent finalement des luttes de terrain, des luttes de rue? Est-ce que vous pensez que vous serez plus efficace dans cette sphère-là désormais? Alors, excusez-moi, madame, de vous dire tout le contraire, mais je crois que vous oubliez certains débats houleux qu'il y a des fois à l'Assemblée nationale. Il y a des débats même très houleux. Donc, vous ne pouvez pas me dire que c'est un lieu feutré où ça se passe. Très codifié. Donc, maintenant, moi, je crois que je suis le seul à incarner vraiment la souffrance et la difficulté
sur le terrain. Je suis le seul à même de comprendre la souffrance de beaucoup de personnes. Et pourquoi vous voulez rejoindre un club très fermé de gens qui ne s'occupent pas de la souffrance des gens? Eh bien justement parce qu'il faut que les choses changent et les choses vont changer. Et à vous tout seul, vous allez pouvoir faire la révolution à l'intérieur de l'Assemblée? Il ne s'agit pas de faire la révolution, il s'agit d'apporter une autre voie. Une autre voie et je suis persuadé qu'il y aura un renouvellement. Non pas seulement en Martinique, dans les DOM et en France. Il est en cours puisque 200 députés, de toute façon, ne se représenteront pas. Bon. Et il y aura 200 têtes nouvelles au minimum. Bon. Alors Hervé Pinto, vous parlez justement de votre rejet de l'establishment politique, des partis tels qu'ils existent aujourd'hui. Pourtant, l'Assemblée nationale est aussi régie par ces rapports de force partisans et le choix de siéger dans tel ou tel groupe a un réel impact sur l'action et la visibilité des futurs parlementaires. Alors cette question ce soir, dans quel groupe allez-vous siéger si vous êtes élu? Eddy Marajo. Madame Seysoutane, un certain nombre de vos confrères, de vos camarades, je ne sais pas comment vous les appelez, en tout cas ceux qui appartiennent à votre famille politique, ont déjà franchi le Rubicon. Il y en a un qui est Premier ministre, il y en a un autre qui est ministre de l'économie, un autre qui fait figure de ministre du budget. Vous en pensez quoi? Est-ce que, comme les autres, la majorité de ceux des élus ou des représentants des Républicains et de l'UDI, vous les qualifieriez de traîtres? Vous savez très bien que ce n'est pas du tout ma manière de parler de l'autre. Chaque personne est libre et je pense que c'est important, c'est cette chance que nous avons justement en France. Chaque personne peut choisir. Je pense qu'il est important, justement, moi-même je l'ai prouvé, hein, que je travaille avec tout le monde. Et c'est important de le faire parce que je pense que l'enjeu, c'est que dans 5 ans, il faut que nous ayons réussi. Dans 5 ans, il faut que, quels que soient les résultats des urnes à l'Assemblée nationale, que la France ait réussi. Parce que je ne souhaite pas du tout. Donc vous êtes de ceux qui ne rejetaient pas d'extrême droite au gouvernement. Je ne veux pas de ça. Donc il faut que nous réussissions. En dehors des extrémismes, vous êtes partisane de travailler par exemple avec une majorité présidentielle. Et je rejoins ce que dit mon suppléant, parce que mon suppléant, je ne le cache pas, j'ai été surprise de voir qu'aucun des candidats qui était juste avant n'a parlé de son suppléant, de la suppléante. Donc moi, Gabrielle Lagrancourt, avec qui je travaille très bien, le dit, il est important de travailler sur des projets et sur une politique de projet. Et je crois que là-dessus, on doit pouvoir s'entendre. Moi, quand j'entends certaines des candidates et candidats qui vont se présenter le 10 juin, il y a des choses qui me parlent. Lesquelles? Il y a, par exemple, la souffrance des personnes en Martinique. Je l'entends aussi, même si peut-être que j'ai l'impression qu'il y a des dépositaires ici, mais chaque personne ici l'entend de la même manière. Mais vous pouvons aussi autant dépositaires que bien M. sûr, Pinto. bien sûr, mais je crois que c'est important de le dire parce que les élus, vous savez, moi je suis élue, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas élues. Dans le milieu associatif, il y a énormément de gens qui ressentent également cette souffrance. Et donc, on est un peu d'accord sur les constats que nous avons en Martinique. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre des projets pour faire avancer cela. Et on a l'impression que les réponses que vous envisagez peuvent être partagées par des gens qui étaient d'anciens socialistes, d'anciens communistes, etc. Et vous n'avez pas peur de passer une nouvelle fois pour le vilain petit canard qui est capable de transcender... D'abord, je ne pourrais pas être une vilaine petit canard parce que je suis une femme, donc ce serait peut-être une vilaine petit canard, je ne sais pas, canette, hein, peut-être. Vous voyez comment j'ai évité. Oui, vous n'avez pas réussi malgré tout, hein, vous êtes trompé. Eh bien, non, parce que moi je pense que ce qui compte, et justement c'est ça qui est important, il compte de régler les difficultés. Moi, j'ai dit, c'est pour ça que je suis aussi venue dans cette élection, je ne suis pas venue en tant que négociatrice. C'est pas ça le but, c'est de revendiquer. C'est ça qui compte. Et aujourd'hui, mais soyons pragmatiques. Vous savez que je sais très bien l'être. Vous êtes élu, imaginons le 18. Le 10. Non. Le 10, les élections, c'est le 10 non, et le 17. Non, mais le 10, c'est le premier tour et vous n'avez aucune chance d'être élu au premier tour. Vous savez, M. Marajo, je suis toujours surprise de vos résultats de statistiques. Avec 35% de taux de participation. En 2015, on a eu d'autres surprises. Hein. Oui, rappelez-vous. On n'était pas... Vous n'aviez pas prévu celle-là. Oui, l'Alliance, effectivement, beaucoup de gens n'avaient pas prévu, peut-être sauf nous. Moi, je me dis qu'aujourd'hui... Répondez à ma question. Oui, mais moi, je vous dis que non, mais attendez, vous voulez faire croire aux gens que ce n'est pas possible. Alors, c'est vous qui allez faire en sorte que les gens ne se déplaceront pas au premier tour. Ne leur mentez pas, ça ne s'est que très rarement vu. Allons justement, allons à l'exception. Bon, ok. Allons croire à l'exception. Faisons des souhaits pour que la participation soit supérieure à 50% le 10. Imaginons que vous soyez élu et que
Malheureusement, les Républicains n'est pas une majorité présidentielle. Est-ce que vous êtes prête à travailler avec la majorité présidentielle, quelle qu'elle soit? On parle beaucoup d'une majorité présidentielle. Je parlais d'opposition constructive. Je pense vraiment qu'il faut aller dans une opposition constructive. Alors on ne peut pas tout accepter. Moi j'entends par exemple notre président, M. Macron, parler de supprimer la taxe d'habitation de 80%, Oui. Pour 80% des personnes. Mais il va falloir trouver l'argent quelque part parce que les mairies de Martinique qui sont déjà exemptes... Mais la majorité des Martiniquais sont plutôt favorables à cette mesure. Peut-être, mais les mairies le sont moins. Il y a moins de mairies que d'habitants, vous savez ça. Non, mais les peu mairies ne importe. votent pas. Hein. Mais les mairies, c'est elles, en tout cas, qui font en sorte que le tissu économique fonctionne sur le territoire. Et dans ce cas-là, il faut vraiment trouver... Alors, on a parlé d'1 euro près, mais moi, je rappelle qu'au niveau de la collectivité territoriale de Martinique, nous attendons toujours les fonds pour payer les RSA. Et que ce n'est pas compensé par l'État. Donc j'aime entendre à l'euro près aujourd'hui, et puis dans 2 ans, il n'y a pas d'euro près. Très bien. Et dans Alors, 3 ans non plus. Donc Émilie il faut être Joncard. vigilant et vigilante. Émilie Joncard, moi j'ai l'impression que vous faites entendre une petite musique assez différente de celle de Nathalie Josse. Alors je vais un tout petit peu vous taquiner. On a bien l'impression qu'il y a un décalage, non seulement sémantique, mais idéologique, entre vous deux, parce que vous donnez l'impression d'intégrer le système politique et de le respecter et de ne pas avoir envie de tout faire exploser. Est-ce que je me trompe? Alors, à Martinique citoyenne, nous l'avons toujours dit, nous voulons vraiment faire entrer la voix des citoyens, justement, pour exercer le pouvoir politique. Et c'est toujours ce que nous avons dit. Nous avons toujours dit également que nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Oui. Rappelez-vous, en 2015, c'est ce que nous avons... Nous l'avons dit en 2015 lors des élections de la CTM. Et aujourd'hui, on voit que justement, le président de la République l'a dit et il a été élu. Donc nous sommes toujours dans cet état d'esprit, dans cette dynamique. Que je me conforme à l'ordre établi. Je ne suis pas venue faire la révolution, mais faire entrer la voix des citoyens, c'est déjà pas mal. C'est pour Vous cela avez redéfini les missions du député il y a quelques minutes, donc c'est très politiquement correct. Hein. On n'est pas dans l'éviction du système actuel. Vous venez de le redire. Imaginons que vous soyez élu. Vous êtes dans une opposition constructive ou vous êtes ardemment dans la majorité présidentielle? Alors, cette question est très importante et il faut que les Martiniquais comprennent qu'un député isolé à l'Assemblée n'a aucune chance de faire passer ses propositions, n'a aucune chance de se faire entendre. Donc, il est important qu'on soit dans un groupe. Maintenant, le seul groupe dans lequel je n'irai pas, c'est le Front National. Ça, c'est une certitude, c'est clair. Ensuite, nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Nous avons des propositions. Nous voulons faire entrer la voix des citoyens à l'Assemblée nationale. Alors je vais siéger dans un grand groupe majoritaire. Ça peut être le groupe du président de la République. Ça peut être un autre groupe, mais je serai dans un groupe. Ça peut être, par exemple, si les Républicains UDI ont la majorité à l'Assemblée nationale, vous iriez avec eux? Et j'irai avec eux parce que j'ai des propositions. Et lorsqu'il y aura des projets qui ne nous conviennent pas, je ne suis pas un béni oui-oui. J'ai toujours eu le courage et l'audace de dire ce que je pense, même si je suis la seule. Je saurais dire, non pas que je suis contre, mais je dirai attention et j'expliquerai pourquoi. Chaque fois que la Martinique va en pâtir, je saurais dire que je ne suis pas d'accord et pourquoi. Donc vous avez des idées, vous avez un programme que vous allez nous présenter dans quelques minutes. Si je peux. Vous aurez l'occasion. Alors, Monsieur Jérémy Ferdinand, on a bien l'impression que vous êtes à gauche et résolument à gauche. C'est bien ça? Exactement. Bon, il n'y a pas d'incertitude là-dessus. Donc, en clair, Macron, ce n'est pas votre tasse de thé du tout? En réalité, non. Et vous le savez certainement. Ce que le président de la République défend, nous ne partageons pas, notamment le rapport qu'il aura avec les travailleurs. Et c'est vrai, un intervenant qui était juste avant l'a démontré. Nous revendiquons une certaine stabilité sociale. Vous avez voté Emmanuel Macron, puisque votre homologue sur Fort-de-France, Alain Liméry, disait très clairement qu'il n'a pas mis sa voix pour Emmanuel Macron. Alors que Marcellin Nadeau a appelé à voter très clairement contre Marine Le Pen. Le vote, c'est quelque chose de personnel. Oui. Donc permettez-moi de garder mon vote pour moi. Je dis simplement que... Mais puisque votre parti se positionne dans un rejet des élections présidentielles, c'est pour ça que je vous posais la question. Je ne partage pas les idées d'Emmanuel Macron. Je ne partage pas. Je suis un profond humaniste, je suis un travailleur et je suis particulièrement inquiet par rapport à ce qu'il souhaite faire avec le Code du travail. Donc je ne partage pas.
Mais se positionner constamment dans une opposition stérile, je ne partage pas non plus. Aujourd'hui, la politique du compte ne fonctionne pas et nous le voyons. Donc, je suis prêt à aller vers des propositions qui vont amener une certaine stabilité en Martinique et qui vont amener un certain avancement. Je suis partant. Mais je ne suis pas... Donc vous seriez prêt à siéger dans la majorité d'Emmanuel Macron? Non. Ce que... Non. Je dis juste que je ne serai pas dans une opposition stérile. Donc, opposition constructive, c'est ça? Exactement. C'est le mot que vous avez du mal à employer, c'est bien ça? Oui, et position constructive... Ça vous embête un tout petit peu de un peu l'employer? quand même, oui. Un peu quand même. Cela veut dire que nous sommes dans une opposition, mais pas vraiment. Je serai vraiment dans l'opposition. Vous savez qu'il va falloir choisir, hein? Parce qu'on ne peut pas être entre deux chaises à l'Assemblée nationale. Non, mais soit je l'ai dit clairement. Je l'ai dit dit clairement, je ne serai pas dans la majorité. Très bien. Alors, parmi les groupes d'opposition potentiels, il y a la France Insoumise. C'est votre tasse de thé, Jean-Luc Mélenchon, ou pas? À vrai dire, j'étais particulièrement séduit par le programme de Jean-Luc Mélenchon et je l'ai fait savoir autour de moi. Mais ça n'a pas fait que des heureux, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais je suis un profond écologiste aussi et j'ai une affinité proche des Verts. Donc, si je devais siéger, ce serait plus dans le groupe des Verts que dans le groupe de... Enfin, s'il y en a un. S'il y en a un, bien évidemment. Mais aujourd'hui, qui ici est capable de dire quel groupe il y aura? Oui. Il y a quand même quelques certitudes. Même si Mme Seï-Soutane ne croit pas beaucoup au sondage, il y a quand même quelques certitudes. Mais je suis d'accord avec Mme Seï-Soutane, j'y crois pas non plus vraiment. Très bien. Alors, Monsieur Daniel Duval-Violeton, on ne sait pas vraiment ce que vous pensez de tout ça, finalement, parce que vous vous êtes peu exprimé. On sait que vous avez soutenu Alfred Marie-Jeanne lors des élections à la CTM. Mais aujourd'hui, imaginons que vous soyez député, où va votre cœur? Pour ceux des Martiniquais. Alors, je comprends qu'en écoutant tous ceux qui sont autour de la table, vous soyez à venir jusqu'à moi. J'ai aucune casserole. Je suis libre, citoyen. On a botté en touche toutes les formations politiques. C'est pour être complètement à éviter d'être entre les étaux, et ça ferait mal. Je suis bien placé pour le savoir. Oui, que le pouvoir, je suis du métier, de savoir qu'en étant libre... Quand vous dites nous avons, ou ils ont refusé toutes les formations politiques, vous faites référence à vous et à votre groupe, ou vous faites référence aux Martiniquais ou aux Français? Parce que les résultats sont les mêmes. Hein. Non, mais le Martiniquais a envie de changer. C'est sûr. Il a envie réellement d'arrêter de tourner en rond. Vous savez, il y a un sénateur qui a dit on a cassé le bocal et on continue à tourner en rond. C'est un sénateur du Sud. Un sénateur du Sud. Implanté dans le Sud. Voilà. Et pour lequel. Monsieur Désiré. Voilà. Beaucoup de gens lui respectent. Imaginez aujourd'hui qu'on recommence le même scénario. Depuis De Gaulle jusqu'à Mitterrand, il y a eu des propositions de fait. Aucun élu n'a eu les couilles à vouloir réellement faire changer les choses. Et ces compromissions, ces alliances, ces doubles casquettes ou triples casquettes qui amènent réellement que notre Martinique ne fonctionne pas. Alors, il y a un député qui pourrait aller recommencer les mêmes choses. J'ai eu à me présenter à mes patients, j'ai eu à me présenter à l'homme de la rue, qui était d'ailleurs surpris et très content de me dire « je mettrai un bulletin pour toi ». Ça signifie qu'il semble sortir de cette souffrance pour voir une autre âme venir. Et si je reprends le terme grec qui désigne la politique, on peut parler de pouvoir, on peut parler d'ambition, mais on n'a jamais... Ou de mission. C'est peut-être à la limite celle que j'ai créée. Mais il y a une mission de pouvoir remettre le citoyen au centre du débat. Parce que c'est ce citoyen... On a l'impression que vous prenez, vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Je ne peux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, la mesure on le baigne après. Oui, d'accord, mais vous comprendrez bien l'expression parce que vous semblez donner du crédit à ces idées qui circulent et qui sont récurrentes, ils sont inefficaces, ils sont pas bons, ils n'ont rien fait. Vous dites entre De Gaulle et Mitterrand, ils n'ont pas eu suffisamment de cran pour faire changer les choses. Pourtant, vous êtes bien placé pour le savoir, la Martinique, si on la compare entre ce qu'elle était à l'avènement de De Gaulle et aujourd'hui, il y a quand même une différence considérable liée au travail des hommes politiques. Absolument. Le travail, ils étaient obligés de le faire s'ils étaient payés pour se faire. Seulement... Mais oui, vous êtes un petit peu paradoxal. Là. Vous dites qu'ils n'ont rien fait et puis ils étaient obligés de le faire. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas eu à certains moments la possibilité de prendre des décisions et on se retrouve tous les 5 ans. Vous savez, le peuple n'a que 2 moments entre les 2 tours d'élection et chaque 5 ans pour pouvoir se repositionner. Oui. Entre-temps, ce qui se passe, ils sont gênés aujourd'hui à vouloir élire le nous parce qu'ils voudraient trouver non seulement des visages, mais aussi des
même pas de projet ou de programme, mais en fait des projets qui s'adaptent à leurs désirs, à leurs souffrances. Alors, pour les éclairer, vous êtes plutôt... Pédagogue. Non, mais attendez. Pédagogue. Ne me mettez pas dans des exemples. Non, restons sur l'échiquier politique, parce que de toute façon, vous avez des convictions politiques. De toute façon, vous ne les cachez pas. Alors, est-ce que vous êtes Vous les connaissez, mes convictions politiques. Non, mais... Si vous faites référence à ma position de décembre, à laquelle... J'ai laissé tomber décembre 2015. Okay. Je parle d'aujourd'hui. Vous êtes plutôt... Chacun ici a exprimé sa position de manière très claire. Vous, on voudrait connaître la vôtre. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à travailler avec les idées d'un président de la République qui vient d'être élu, Macron, ou est-ce que vous êtes plutôt opposé à ces positions? Je ne peux pas être opposé, je ne peux qu'aller dans ce qu'il propose qui serait bon pour la Martinique. Ça signifie que tant que ça va marcher dans notre sens, nous serons d'accord. Il n'y a pas d'opposition. Être stérile, c'est être isolé. C'est parce que je voudrais être libre et courtisable, mais non à pouvoir l'envier entre les uns et les autres. Pas très longtemps, en tout cas. Mais il va falloir choisir. Donc c'est l'opposition constructive, en fait. Probablement constructive, si vous prenez le mot aux lèvres. Le mot que M. Ferdinand ne veut pas proposer. Je pense qu'en étant constructif, à chaque débat, à chaque avance, à chaque consultation du peuple. Vous savez, je me fais accompagner d'une représentante, d'une suppléante, qui est pour la formation professionnelle. Ingénieure en formation professionnelle, elle connaît bien le terrain de la formation. Et elle sait par exemple que si la Martinique tourne en rond, c'est que le climat de la formation est probablement mal entretenu. Et que si souvent on fait baisser les statistiques, tout simplement pour faire et donner de l'espoir au peuple, c'est tout simplement parce qu'on oriente les uns et les autres dans des créneaux, tout simplement pour faire. Les gens ne sont pas motivés. Il n'y a pas de création s'il n'y a pas d'entretien. On va en parler tout à l'heure. On va parler du contenu programmatique. Monsieur Hervé Pinto, vous, très clairement, on a bien compris que vous êtes un artisan ou un volontaire, un engagé du changement. Là, en l'occurrence, si on vous demande de choisir, vous êtes plutôt favorable à un travail avec une majorité présidentielle éventuelle, pour tenir compte des remarques de Mme Sey Soutane, ou vous dites de toute façon, Macron, ce n'est pas ma tasse de thé. Alors, je vais être très clair. Nous avons un programme. J'ai remis mon programme à votre co-présentatrice. Et donc, à partir du moment où un groupe parlementaire répond à nos attentes, et particulièrement aux attentes qui vont nous remonter du terrain, nous allons voter cette loi si elle correspond aux attentes de la population. Vous également, vous êtes attentif à ce qui sera présenté et vous réagirez en fonction de l'intérêt que vous en tirez. Forcément. Mais excusez-moi, mais je voudrais vous poser une question, puisque tout à l'heure, vous avez parlé d'un taux de participation de 35%. Oui, il était de 33% au premier tour en 2012. Parce que moi, en 2012, j'ai un taux de participation de 39,28%. Au deuxième tour. Au deuxième tour. Au deuxième tour, c'est ça. 33% au premier tour et 39% au deuxième. Avec une abstention à 60,72%. Voilà, c'est ce que je voulais rappeler. Bon, d'accord. Voilà. On a les mêmes chiffres. Très bien. Alors, on finit le tour de table. Est-ce que les attaques multiples et diverses que votre leader national a produit à l'encontre d'Emmanuel Macron, notamment pendant les débats, est-ce que vous restez sur cette ligne-là dans votre campagne sur le terrain, ou est-ce que vous dites il est temps, comme beaucoup de candidats, d'aller vers des choses un peu plus pragmatiques et réalistes et prendre ce qui est bon et laisser de côté ou s'opposer à ce qui est moins bon? Est-ce que vous êtes plutôt dans la coopération et moins dans l'obstruction? Nous, on connaît le programme de M. Macron, en fait. On le connaît déjà depuis avant l'élection présidentielle, on le connaît maintenant. Il est sorti d'ailleurs le 22 mai dernier. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique qui a été sorti par la Commission européenne. Voilà, donc M. Macron, en fait, il va continuer ce que M. Hollande s'est ingénié à faire pendant 5 ans. Il va continuer puisque c'est le programme qui sort tous les ans. Vous pouvez aller sur le site de la Commission européenne, voilà. C'est ce petit document-là. Et derrière, en fait, vous avez ce que recommande la Commission européenne à tous les présidents de la République. C'est sorti le 22. Donc très clairement, le 22 mai. Donc ça veut dire que nous, en fait, on sait quel est le programme de Macron. On sait que c'est ce programme-là qui va suivre. Monsieur Macron, il n'a pas de programme. Est-ce que vous tenez compte du fait que la très grande majorité des Français n'ont pas voté pour votre candidat et donc, permettez-nous de conclure,
ont rejeté une éventuelle sortie de l'Union européenne Non, et un pas abandon du de l'euro. tout. Est-ce que vous tenez compte du fait que, par Non, exemple, c'est pas dans ça. votre circonscription, il y a une majorité d'éleveurs, par exemple, qui bénéficient directement de la politique d'aide de l'Union Oui, européenne? mais oui. Est-ce que ce langage-là, le langage de la sortie, de l'abandon, est-ce que vous arrivez à le retenir très longtemps? Mais c'est de l'argent français. Je vous l'ai déjà répondu, il me semble, je ne sais pas si c'est à vous ou à un autre de vos confrères. La France est un pays contributeur net. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. Sauf dans l'agriculture. La France donne tous Sauf les dans ans l'agriculture. plus. Là, si on de compare toute les façon, sommes, dans l'ensemble. si on compare les sommes recueillies par l'ensemble Oui, mais des dans agriculteurs. Non, l'ensemble. mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce Mais que je sais bien, vous on a l'avez l'impression sorti que la vous n'avez dernière pas de fois. contradicteur Non, sur cette question. Mais oui, et mais les si. chiffres sont là. Si on isole les aides agricoles de tous les pays européens, la France n'est pas contributrice nette. Au contraire, elle reçoit beaucoup plus par tête d'agriculteurs que l'ensemble des autres pays Sur la européens. politique agricole, d'accord, mais sur l'ensemble. Au moins, vous le reconnaissez. Oui, mais sur l'ensemble. Oui, mais ça veut dire que sur l'ensemble, Oui. on pourra donner exactement les mêmes subventions aux agriculteurs. François Asselineau s'y est engagé pendant la campagne présidentielle, et nous, on reste là-dessus, puisque on donne tous les ans 23 milliards d'euros à l'Union européenne, tout compris, 23 milliards d'euros, et on en récupère 14 milliards, dont les 9 milliards de la politique agricole commune, mais 9 plus 5 à côté, 5 pour les collectivités locales, etc. Ça fait 9 plus 5, 14. Ça fait qu'on est déficitaire de 9 milliards tous les ans. Si on sort de l'Union européenne, on pourra toujours donner exactement les mêmes fonds aux agriculteurs. C'est notre qui ne argent. pourront pas exporter leurs produits Mais bien sûr que si, pourquoi en exonération de droits de douane, puisque comme vous sortez de l'Union, vous serez taxé. Est-ce que vous leur expliquez ça? Par On exemple, sort les romiers, il y en a beaucoup sur votre territoire. Est-ce que vous leur expliquez que s'ils sortent de l'Union européenne, ils vont être taxés, que les quotas de rhum vont exploser et qu'ils seront taxés? Vous leur dites ça? Ça, c'est le genre d'annonce apocalyptique. Vous appuyez sur quoi pour dire ça? Vous ne vous appuyez sur absolument rien pour me sortir quelque chose comme ça. Vous agitez un épouvantail en disant, Oui. attention, si on sort de l'Union européenne, en fait, vous faites exactement, vous faites un métier de propagandiste. Ah. Bah oui, parce qu'en C'est fait... pas la réalité, en fait. Ben si, je suis désolé de vous le dire, mais c'est un métier de propagandiste, c'est pas du journalisme. Non, Si vous vous intéressiez vraiment Ouais. à ces questions européennes, vous iriez voir les conférences de François Asselineau, par exemple, qui sont très très bien documentées. Je m'y intéresse. Ce que je veux savoir, c'est ce que les dit. agriculteurs martiniquais, les éleveurs martiniquais, les planteurs martiniquais vous disent, quand vous dites, messieurs, il est temps de sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous donner un témoignage de leur réaction? Non, moi je n'ai pas de témoignage actuellement, puisque le débat n'existe pas actuellement, justement. C'est ça le problème, c'est qu'il faudrait un vrai débat sur cette question, puisqu'elle est centrale. Parce que là, on se présente des élections législatives. Non, mais dans la campagne, vous allez séduire des gens sur le terrain, vous allez mais bien sûr, les conquérir. Oui, on va Est-ce que en vous parler enlevez si on en votre drapeau rencontre. de votre poche? Est-ce que vous dites, moi, je suis le candidat de la sortie de l'Union européenne? Oui, bien sûr. Et comment ils réagissent? Bah, écoutez, ils réagissent. Déjà, c'est difficile pour eux d'intégrer cette notion-là, puisqu'en fait, dans tous les grands médias, partout, tout le temps, on explique que sortir de l'Union européenne, ce serait une catastrophe, il y aurait une invasion de sauterelles, peut-être le retour des dinosaures. Donc à un moment donné, il faut rester Vous êtes un tout lucide. Vous êtes un tout petit peu Non, je vous caricatural, hein. assure. Pour le Brexit, c'est photo exactement la aux même médias. chose. C'est toujours la photo Vraiment. Mais mondiale. bien sûr, mais exactement, parce qu'en fait, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un vrai débat sur cette question avec des gens qui ont des arguments en face. Pourquoi personne ne veut débattre avec François Asselineau? Pourquoi est-ce que Mme Le Pen ne veut pas débattre avec Asselineau? Pourquoi Donc, M. Mélenchon ne veut pas débattre avec Asselineau? Parce que lui, il connaît... Vous êtes en train de nous dire que sait- c'est les médias qui ont Oui. fait que la candidature de M. Asselineau Bah, n'a évidemment. pas tenu le choc. En Mais fait. bien sûr, M. Asselineau, pendant 10 ans, puisqu'il a créé son parti le 25 mars 2007, pendant 10 ans, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Il n'y a que parce qu'il s'est présenté aux élections présidentielles que, d'un coup d'un seul, les médias ont été obligés d'en parler. Et là, en fait, si on se présente aujourd'hui, on est obligé de nous inviter, puisqu'on est candidat. Ben, Et regardez. en fait, et même, je vais vous dire quelque chose, nous sommes même le parti politique qui présentons le plus de candidats aux élections législatives. On présente D'accord, 574 candidats sur tout le territoire français, outre-mer, et les délégations de Français d'étrangers. 574. Très bien, Est-ce monsieur que les Dubois, gardez médias du temps de parole pour ont mis présenter l'accent les sur priorités. ça? Gardez quelques minutes. Les priorités de On est d'accord. votre programme. Alors, y a-t-il trop de candidats à ces élections législatives? Nous avons posé la question aux électeurs et si certains saluent la vitalité démocratique, d'autres sont plus réservés sur les véritables motivations qui pousseraient les candidats à briguer ce mandat. Voyez ces réactions recueillies par Guillaume Bacoul. Vous avez
inspire quoi le fait qu'il y ait autant de candidats qui se présentent sur l'ensemble de la Martinique et puis dans le sud? Ben écoutez, c'est une bonne chose pour la démocratie. Donc ça montre qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent apporter des choses à notre région et puis pour le national plus globalement. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait autant de candidats cette année? Non, ce n'est pas une bonne chose qu'il y ait autant de candidats. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Et puis... Pourquoi c'est pas une bonne chose? Je vois vraiment pas pourquoi il y a beaucoup de candidats. Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait autant de candidats qui se présentent aux législatives? Mais bon. Il y a un contexte, local et puis un contexte national. Le contexte local, c'est que bon, il y a des circonscriptions où il y a des candidats qui ne se représentent pas. Et puis il y a la problématique du cumul pour les mandats. Et puis au niveau national, avec l'élection du nouveau président, il y a comme un souffle nouveau. Donc voilà. Donc on verra ce que ça va donner. L'argent qui a attiré, l'argent, le pouvoir, le statut, tout ce que vous voulez, c'est ça qui les attire. Alors c'est une remarque qui revient souvent, mais même si on voit que ce micro-trottoir est quand même équilibré, puisqu'il y en a certains qui saluent cette abondance de candidats signes de vitalité démocratique, et puis d'autres qui ont toujours ce regard un peu méfiant vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis de vos motivations. Vous pourriez être là aussi pour l'argent, et c'est vrai que les députés ont quelques avantages financiers non négligeables. Alors, vous, Monsieur Ferdinand, quelle est votre réaction? Qu'avez-vous à répondre à ces citoyens électeurs? Je suis partagé. Je pense effectivement qu'il y a énormément de candidats. Premièrement, ça peut favoriser aussi la démocratie. Ça donne aux Martiniquais le choix de décider, le choix d'avoir des programmes qui les intéressent. Mais on risque aussi d'être inaudible, en fait, et aussi favoriser les candidats sortants. Mais on prend le risque, hein. Ça alimente la démocratie et c'est une très bonne chose. Concernant le salaire, j'ai envie de dire, concernant l'argent, effectivement, moi je pense qu'il faut une moralisation de la classe politique. Les indemnisations aussi, sur cette question, je ne suis pas au point de rajouter, de rebaisser l'indemnisation SMIC, mais rendre les choses plus claires réellement et que l'indemnisation soit proportionnelle à la participation à l'Assemblée nationale. Donc ce lien entre la présence à l'Assemblée nationale et le salaire paie en su, entre guillemets, vous pensez, ou enfin, ce qu'on appelle l'indemnité, vous pensez que c'est réaliste? Emmanuel Macron, président, bien que je ne partage pas ce qu'il dit généralement, mais le pense aussi. Sur ce point, vous êtes, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Oui, je suis d'accord avec lui sur ce point. Premièrement, pour quelle raison? Nous sommes en Martinique et nous voyons aussi que nous avons une population qui vieillit rapidement et les retraites ne sont pas forcément élevées. Et regardez le rapport qu'il y a entre la différence d'indemnité entre un élu et la petite retraite de travailleurs martiniquais. Donc ne serait-ce que pour rendre les choses plus honorables pour le statut d'élu, rendre ce statut justement un peu plus abordable, j'ai envie de dire. Très bien. Alors vous, Hervé Pinto, quel est votre avis dessus, vous justement qui voulez changer complètement le système et les pratiques politiques? Et le moralisme. Plus de moralisation? Alors, je vous corrige, excusez-moi. Allez-y. Je n'ai pas l'intention c'est pas une intention de changer le système, mais plutôt que le système respecte ses propres lois et sa propre constitution. Parce que rappelons-le, la Constitution, c'est le droit suprême, au-dessus des lois ordinaires et organiques. Par conséquent, ce n'est pas normal que la Martinique, tout comme la France, eh bien, on constate que la Constitution elle-même est bafouée, piétinée même par moments. Donc, ce n'est pas un changement, c'est simplement rappeler les différents acteurs qu'il faut revenir aux fondamentaux. Donc, les fondamentaux, c'est déjà le respect de la Constitution. Donc, pour répondre à votre question concernant ce que nous avons vu, eh bien, là, on a une notion de liberté. Là, on touche du doigt la liberté. Or, tout à l'heure, je vous ai parlé de certains droits naturels et imprescriptibles, certaines valeurs fondamentales. Donc, là, c'est la liberté. Nous sommes dans un pays de liberté, me semble-t-il. Par conséquent, où est le problème?
Et d'ailleurs... Là, vous faites allusion au nombre de candidats. Voilà, au nombre de candidats. Il y a 53 candidats. Bon, c'est la liberté. Je crois qu'en Guadeloupe, il y en a 82, il me semble. Il y en a 82 ou 84. Il y en a un peu plus de 80. Voilà, donc c'est la liberté. Mais il y a un peu plus de circonscriptions. Donc maintenant, bon... C'est une liberté, mais est-ce que ça ne brouille pas les cartes et est-ce que ça ne décourage pas les lecteurs qui n'y voient plus très clair? Mais qu'importe, on doit respecter un droit fondamental. On ne peut pas remettre en question un droit fondamental. Maintenant, après, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Regardez par exemple au niveau du gouvernement de M. Manuel Valls, le 49.3, ça a fait couler beaucoup d'encre. Les gens ont rué dans les brancards à l'Assemblée, ça bougeait de partout. Ben, et alors, il a quand même imposé le 49.3. C'est la Constitution. Donc, c'est pareil. Là, ici, on est face à une notion de liberté. Bon, c'est vrai, bon, effectivement... Vous revenez à la Constitution de manière systématique. Est-ce que malgré tout, il y a des évolutions possibles? Là, en l'occurrence, c'est à travers la loi. Macron envisage de réduire le nombre de députés. Il envisage d'introduire une nouvelle loi de moralisation qui va interdire l'emploi de sa propre famille par les députés, ou de leur famille par les députés, etc. etc. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à ça? Ou est-ce que vous êtes un ayatollah, permettez-moi, de la Constitution en disant stop? Excusez-moi, M. Marajou. J'ai l'impression que Mme Bilas-Copette ne vous a pas remis une copie de mon programme. C'est l'impression que j'ai. Non, mais attendez. Excusez-moi. Attendez, il vaut mieux... Dites-moi quand je me trompe. Dites-moi quand je me trompe. J'ai l'impression que vous n'avez pas lu mon programme. Attendez, il vaut mieux... Mais non, mais vous me posez une question alors que... Non, mais il vaut mieux que vous n'avez puissiez pas l'exprimer. Il vaut mieux que... Parce que les gens, ils n'ont pas votre programme, tous les gens qui vous écoutent. Donc je vous donne l'occasion d'en parler. C'est le point numéro 10. Allez-y. Alors effectivement, non seulement nous sommes contre le cumul des mandats, par exemple, mais nous sommes aussi contre le cumul des responsabilités. Parce qu'on parle souvent de cumul des mandats, cumul d'indemnités. Quelle différence vous faites entre le mandat et les responsabilités? Cumul de responsabilités. Eh bien, par exemple, j'ai en face de moi Mme Saï Soutane, qui est à la CTM, fraîchement arrivée, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui déjà brigue un mandat de député. Là, vous parlez de mandat. La différence entre les mandats et les responsabilités. Oui, mais justement, elle brigue un mandat de député et elle cumule d'emblée les responsabilités. Parce que là, à l'heure où elle est là, elle est devant nous, eh bien, elle a quand même mis un petit peu de côté ses responsabilités, parce qu'il s'agit de responsabilités à la CTM. Donc, il y a des dossiers en cours. Et là, elle est devant nous, sur le plateau, elle fait campagne dans le cadre des législatives. Donc, ces dossiers-là sont là, en attente. Et puis, elle est à la recherche de notre mandat. Vous n'êtes pas collaboratrice? Non, mais je ne vous ai pas interrompu. Madame Saï Soutane, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez. Laissez monsieur S'il vous plaît, laissez-moi terminer mon propos. Alors, donc, on a bien compris. Donc... Par conséquent, le cumul des responsabilités, c'est justement le trop grand nombre de politiciens que nous avons. Et justement, ça aussi, il faut que ça change. Et il faut que les gens qui nous écoutent soient bien conscients de ça. Et c'est pour ça que les dossiers sont en souffrance, qu'aucune suite n'est donnée à leurs demandes, etc. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se cloner, on ne peut pas être partout à la fois. Donc on ne peut pas répondre à toutes les attentes. Il y a des dossiers qui arrivent tout le temps, et donc cumul des responsabilités. Donc vous avez une multitude de responsabilités et vous ne pouvez pas être efficace. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu paradoxal de vouloir réduire le nombre d'hommes politiques, ce que vous venez de dire. Il y a trop d'hommes politiques et en même temps demander à ce que le nombre de responsabilités... Cumul des mandats. Vous regardez mon programme, je vous ai parlé de cumul des mandats et cumul des responsabilités. Concernant le cumul des mandats, c'est déjà acté. La loi, elle est actée. Et mieux même, nous serions plutôt partisans, ça va vous surprendre, si par un extraordinaire, une majorité de députés serait amenée par un extraordinaire à faire comme certains pays de l'hémisphère nord, et donc dire voilà, on supprime cette histoire d'indemnité pour les parlementaires, simplement un défraiement pour l'activité, pour la mission. Nous sommes pour. Voyez là toute la différence. Nous sommes pour et nous voterons. Nous voterons. Alors, je suis persuadé que nous serons le dire rare. Parce que les gens parlent, mais ils ne vous disent pas la vérité. C'est ça le vrai problème. Très bien. Alors, justement, Sylvia Saï-Soutane, puisque vous souhaitiez déjà réagir à ce qui a été dit et répondre sur cette question. Je suis surprise de savoir que les dossiers sont en attente. Ce n'est absolument pas le cas. Alors, c'est vrai que la différence parfois entre certains hommes et certaines femmes, c'est que nous savons traiter plusieurs choses en même temps.
Et moi, je n'ai pas de difficulté là-dessus. Là, vous ne faites pas de sexisme. Non, mais je le dis parce que c'est comme ça que je le perçois, puisqu'il semblerait que je ne puisse pas traiter les dossiers en même temps. Les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. En tout cas, la personne qui a parlé, qui a émis cette hypothèse, je me suis dit qu'il y avait un problème là-dessus. Mais pour revenir sur la moralisation de la vie politique, moi, j'y crois vraiment. La transparence, elle est importante. Je suis surprise que les députés du Nord et du Sud aient voté contre ça. Pour le non-cumul des mandats, ça aussi, je suis favorable. Et lorsque je serai élue le 10 juin en tant que député... Donc là, vous faites le pari d'être élu au premier tour. Ah, mais je travaille pour ça. Hein. Nous travaillons, parce que j'ai une équipe formidable. Nous travaillons pour ça. Mais également, il y a quelque chose qui me choque et j'aimerais vraiment le porter aujourd'hui, parce que quand j'en parle, je crois que ça fait beaucoup écho chez les gens. Et ça permettrait peut-être aux gens de se dire que finalement, on n'est pas tous si pourris. Concernant les miles... Vous ne partagez pas cette opinion quand même. Non, je ne la partage pas, mais on l'entend tellement ces jours-ci. Regardez madame, la dame qui a fait des témoignages tout à l'heure. Sur 2 personnes, il y en a une qui pense comme ça. C'est quand même malheureux, parce que c'est pour ça que 61% des personnes ne se déplacent pas. Alors, et moi, je parle à ces personnes-là. Quelle est cette chose qui vous choque? Je parle des billets qui sont payés par de l'argent public, dans toutes les collectivités. Alors, ça peut être par l'État, par les communes, par quel que soit. Les personnes partent, souvent en classe affaires ou en classe... Ça, c'est possible. Hein, quand on parle député... Attendez, je vais vous expliquer. Je suis très pédagogue, c'est mon métier. Je vais vous expliquer. Quand vous dites les billets, vous parlez des billets pour les élus. Exactement. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des collectivités qui payent des billets pour les Martiniquais. Alors, donc faisons bien la différence. C'est bien ça, pour des personnes qui doivent partir. D'accord. Seulement, donc c'est de l'argent public qui paye ces billets. Seulement, les miles sont personnels. C'est-à-dire que les personnes vont se retrouver, les élus vont se retrouver avec une quantité de miles. Expliquez aux gens ce que ça veut dire, parce que tout le monde ne peut pas peut-être, effectivement. Les miles, ce sont des points que l'on garde pour son nom et avec lesquels on peut voyager gratuitement. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me choque personnellement. Je me dis que même si une partie peut être gardée, parce que c'est vrai qu'un député ou un élu part, laisse sa famille, laisse donc peut-être une compensation possible, et puis il doit partir parfois du jour au lendemain, parce que le lendemain, il doit être dans une réunion à 10h du matin, donc il doit être en forme, mais qu'une partie de ces miles devrait être indexée et mis dans un pot commun, qui permettrait peut-être, par exemple, à tous les scolaires, parce que je ne laisse aucun de mes dossiers, justement, j'ai eu à traiter un départ de jeunes, qui devaient partir parce qu'ils ont gagné un championnat en Martinique et doivent partir en national. Malheureusement, le collège n'a pas d'argent. Ils sont obligés de venir vers la CTM qui n'a pas forcément les moyens non plus et ils vont faire de l'ensachage, ils vont demander aux parents de participer alors que cette continuité territoriale que nous n'avons pas, eh bien nous pourrions l'alimenter grâce à ça, entre autres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit faire écho parce qu'on se dit que l'argent public doit être respecté. Et j'ai envie de porter ça, peut-être que je ne serai pas très écoutée, mais j'espère qu'au niveau des élus nous ne sommes pas Outre-mer, l'Outre-mer c'est là-bas. Mais vous n'êtes pas obligé d'être élu député pour faire en sorte que ce choix soit à la CTM soit... Moi je le ferai aisément, ça ne me gênerait pas, absolument pas. Et d'ailleurs c'est quelque chose que nous pourrions faire, parce qu'il me semble que c'est plus moral. Voilà. Très bien. Madame Seysoutane, il vous reste 3 minutes 30 et Hervé Pinto, 1 minute 38. Madame Joncar, à qui je vais donner la parole dans un instant, 6 minutes 39. Monsieur Ferdinand, 6 minutes 11. Et Monsieur Duval-Violton, 6 minutes 48. Et Monsieur Dubois, 4 minutes 11. Donc, Madame Joncar, sur cette question de la moralisation de la politique. Alors, par rapport à ce qu'on a entendu, effectivement, souvent on entend dire que c'est la pâte du gain, c'est pour l'argent que les députés veulent être élus. Nous, à Martinique Citoyenne, on n'a pas attendu une loi sur la moralisation. Nous avons décidé de mettre nos miles à la disposition, les miles qu'on gagne, de mettre nos miles à la disposition des personnes nécessiteuses, des familles nécessiteuses de la Martinique. Je travaille dans un secteur où, quelquefois, les enfants doivent être transférés dans des hôpitaux pour subir des interventions lorsqu'on n'a pas le plateau technique à la Martinique. Les miles peuvent être mis à la disposition des parents qui veulent accompagner leurs enfants. Ça peut être aussi mis à la disposition des étudiants lorsqu'ils viennent pendant les vacances. Quand vous dites les miles de Martinique Citoyenne, c'est-à-dire... En tant que député, si nous sommes élus, nous mettons nos miles à la disposition. Donc vous avez le même... Nous n'avons pas attendu donc, cette loi de moralisation. Nous avons décidé également de faire un appel à candidature publique pour recruter nos attachés parlementaires. Précisons que les miles, la proposition des miles ne figure pas dans la loi de moralisation. Non, mais voilà, d'accord. Nous allons
jusque-là. Oui. Et également, donc, un appel à candidature publique pour recruter nos attachés parlementaires. Nous allons mettre à disposition de façon transparente la réserve parlementaire pour financer des projets des Martiniquais, des associations de la Martinique. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que il faudrait, dans le film, on le disait, les personnes disaient qu'il y avait trop de candidats, ils ne savaient pas quoi choisir. Mais on ne choisit pas un candidat. On lit son programme et on adhère à son programme. Donc j'invite les Martiniquais à lire les programmes. Vous allez recevoir des professions de foi. Donc lisez les professions de foi, lisez toutes les professions de foi et comparez pour pouvoir élire un député. Qu'il y en ait 30, qu'il y en ait 5, qu'il y en ait 10, vous décidez par rapport aux professions de foi, par rapport au programme que vous avez. Surtout les Martiniquais. Moi, je vous invite à les lire parce qu'on dit toujours que les Martiniquais, les Noirs, n'aiment pas lire, ils ne savent pas lire. Si vous voulez faire passer quelque chose, vous les écrivez et les Martiniquais, les Noirs ne lisent pas. Lisez les programmes et choisissez en connaissance de cause. Ces idées, vous les retrouvez parmi entre guillemets, vos confrères candidats. Est-ce que c'est relayé par la classe politique ou est-ce que vous êtes encore à côté ? C'est-à-dire Ce que vous venez de décrire, ces idées qui sont véhiculées, par exemple, sur le fait que les gens ne lisent pas, que les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour découvrir les programmes, entre guillemets. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais bon... Je n'ai surtout pas dit ça. Derrière, c'est ce que... Non, attendez, Madame Joncard, je n'ai pas dit... Ne me faites pas dire ça. Non, parce Madame que Joncard, savez... je n'ai pas dit que c'est vous qui dites ça. Je vous demande si vous retrouvez dans la classe politique les idées qui sont des idées négatives. Ce que vous venez de dire est profondément négatif, vous êtes d'accord? Si des gens partagent ces idées, c'est pas très sympa pour notre population. Par rapport à quoi? Par exemple, les gens qui propagent des idées sur le fait que les Noirs ne veulent pas lire ou ne savent pas lire. Vous savez pertinemment que ça se dit, oui, voilà, que nous n'aimons pas lire. Voilà, c'est ce que je voudrais entendre. Donc j'invite les gens à lire les programmes. Ce que je voulais vous demander, si ces idées sont propagées par la classe politique. Qui dit cela? Voilà, c'est ça. Qui dit ça? On ne va pas discuter de ça. Vous savez pertinemment que ça se dit. Donc, moi, j'invite les Martiniquais à lire. La preuve, il y en a qui disent, nous ne faisons pas une... comment j'allais dire? C'est pas la peine d'écrire. On me le dit. N'écrivez pas une grande profession de foi, les gens ne lisent pas, ils ne vont pas lire. Mais qui vous dit ça, Madame Joncard? Les gens, Les gens, c'est-à-dire... moi, j'ai envie d'interroger les candidats ici. Vous ne venez vraiment pas dire que nous n'aimons pas lire. Alors, c'est pas grave. Moi, je vous dis, ne choisissez pas de candidat, lisez les programmes et par rapport au programme, vous comparerez pour pouvoir élire le candidat qu'il vous faudra pour aller à l'Assemblée nationale. Très bien, parce que nous n'avons jamais entendu aucun candidat politique dire... Ah non, je ne parle pas des candidats. Ah, vous parlez des gens qui vous aident à mettre dans les enveloppes? Je ne parle... Non. D'accord. Continuons le tour de table. Alors oui, Monsieur Dubois, par exemple, vous, si vous êtes élu député, est-ce que, par exemple, vous seriez prêt à mettre vos miles à disposition d'associations, de jeunes, de bonne volonté une des illustrations possibles d'une plus grande moralisation et d'une plus grande transparence dans la gestion des indemnités des parlementaires? Oui, bien sûr. Moi, je ne fais pas ça pour l'argent du tout. Je veux dire, moi, j'ai un métier, je gagnais très bien ma vie jusqu'à ce que je fasse de la politique. J'en gagne beaucoup moins maintenant parce que j'ai dû embaucher quelqu'un. Si je faisais ça pour l'argent, je serais mal barré parce que je n'aurais pas choisi l'UPR. J'aurais peut-être choisi M. Macron parce qu'a priori, on monte plus vite quand on prend le train en marche, a priori. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, pas du tout l'argent. Qu'est-ce qui, dans votre programme, est en lien avec, alors vous allez nous dire, effectivement, c'est un peu la tarte à la crème, on ne parle que de ça ces temps-ci, la moralisation, il faut dire que les affaires qui ont été mises en exergue durant la campagne ont probablement influé. Qu'est-ce qu'il y a dans votre programme qui ressemble un petit peu à ça? Alors, la moralisation, nous déjà, on a dans notre programme une proposition qui permettait de faire d'énormes économies, c'est-à-dire qu'au niveau déjà de la suppression de postes d'élus. On a une proposition qui tient toujours d'ailleurs, d'une suppression de 4209 postes d'élus qu'on trouve superflus. C'est-à-dire qu'on propose de passer de 577 à 500 députés. Donc déjà supprimer 77 postes de députés. C'est à peu près... relativement modéré. Là, on est modéré. Macron, il veut aller pratiquement à la moitié. Hein. Mais après, on propose de sortir de 348 sénateurs à 101 sénateurs, un par département. Voilà. Bon, évidemment, si on pouvait sortir de l'Union européenne, ça nous arrangerait. Ça pourrait supprimer les 74 postes de députés
qui roule grand train. Et puis on proposait aussi de supprimer l'échelon régional, c'est-à-dire de garder la formule commune, département, État français. Donc il n'y aurait plus l'Europe et Donc plus vous sucrez la les région. conseils régionaux. Oui, on enlève parce que ça ferait 1757 postes de moins. Donc, puisque en fait c'est un échelon pour nous qui est superflu. Vous voulez conserver quand même la CTM, oui, bien sûr, c'est un département, c'est une seule collectivité. Mais parce qu'il n'y en a pas deux, justement, c'est bien. Regardez, la CTM, ça a apporté moins d'élus. Oui, on est passé de 86 à 51. Tout à fait. Donc là, il y a quelque chose qui est bien. Mais dans la dernière réforme qu'il y a eu, M. Hollande, dans sa grande sagesse, a fait diviser le nombre de cantons par 2. Par contre, a fait élire un binôme. Donc, ce qui fait qu'on revient finalement à avoir autant d'élus, même plus qu'avant. Soi-disant, ça c'est pour nous faire des économies. Voilà. Et ça, en fait, il y a des choses qui sont absurdes, qui sont incohérentes. Voilà. Donc, il y a plein de choses on a plein de propositions. Sur cette question, Daniel Duval-Violeton, est-ce que vous considérez que les élus, et notamment les députés, ont trop d'avantages et que tout cela manque de transparence? Il manque de pédagogie et d'information. Si le peuple ne vote plus, c'est qu'il n'est pas informé. Et chaque fois qu'il est informé, il comprendra que chacun qui, je dirais, s'investit en politique mérite salaire. Maintenant que certains jugent que c'est trop élevé, on peut arriver à un consensus. À mon niveau propre, comme beaucoup d'entre nous, peut-être plus âgés qu'eux, je bénéficie d'une retraite, je ne vois pas en quoi j'irai chercher un salaire supplémentaire. D'ailleurs, mon bon cœur, je dirais, a protégé ces individus qui nous guident à longueur de journée et qui m'ont accompagné, je mettrai bien mon salaire total de député à leur disposition. Je le fais déjà différemment, peut-être à des sommes moindres, mais ma vision de la population, ma vision de notre société, ma vision du citoyen mérite qu'on remette ce citoyen au centre de beaucoup d'institutions. Vous pensez qu'il y a autre chose de plus important que ce dont nous venons de discuter? Il n'y a rien de plus important que la santé. Vous pouvez être riche, on peut vous donner tous les billets d'avion, on peut vous faire voyager de par le monde, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la santé, vous êtes dead. Et c'est dans cette dimension-là que j'ai choisi, avec ma suppléante, les 3 axes fondamentaux. On va en parler. Alors justement, on y arrive au thème des priorités. Juste avant de donner la parole à Mike Erasque, qui a lui aussi des questions à vous poser, un tour de table pour nous présenter quelques-unes des priorités que vous développeriez si vous êtes élu. Alors je vous passe la parole à vous, Monsieur Ferdinand, parce que vous disposez du plus long temps de parole, il vous reste 6 minutes. Si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quel dossier allez-vous défendre en priorité par rapport à votre circonscription? Je suis content, ça me laisse le temps de bien développer ce que j'avais prévu. Enfin, vous n'avez pas 6 minutes en entier, parce qu'il reste les questions de Mike Erasque, mais vous avez du temps. Donc, grosso modo, là, vous disposez d'environ 3 minutes. D'accord. Pour moi, le député, c'est le porte-parole des revendications martiniquaises, sur le plan de la biodiversité, sur le plan des activités socio-économiques, aussi sur le plan de la culture. Par conséquent, on a développé notre programme sur 3 points: justice sociale, justice économique et justice écologique. Prenons un exemple simple. Nous sommes au sud de la Martinique, nous avons un atout réel, ce sont nos plages. Et aujourd'hui, on voit que le réchauffement climatique a un impact considérable sur nos plages. On voit par exemple aux Salines, où on a une belle plage, une jolie plage, qui commence à disparaître. En tant que Martiniquais, nous ne sommes pas forcément les premiers responsables du réchauffement climatique. Et c'est le réchauffement climatique lui-même qui est responsable de cette disparition des plages. Moi, je suis pour une responsabilité partagée mais différenciée. C'est-à-dire que ceux qui sont réellement responsables du réchauffement climatique aient une politique de compensation par rapport aux pays insulaires comme les nôtres qui ont souffert de ce réchauffement climatique. Ça, ce n'est pas une proposition nouvelle. Oui, mais il faut qu'elle soit appliquée réellement aujourd'hui. Ouais. Il faut qu'elle soit appliquée. Et je ne vais pas que ça. Au Sud, on a eu un gros mouvement avec la question des impôts. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les municipalités, on a vu aussi, avec certains d'entre vous qui l'ont développé, que le levier fiscal est souvent le seul levier qu'on peut utiliser pour répondre aux besoins de la collectivité. Je propose quelque chose qui pourrait régler un problème, pas que celui des impôts. Aujourd'hui, on parle de loi d'égalité réelle outre-mer. En réalité, il est important de définir qu'est-ce qu'est les outre-mer pour la France. Les outre-mer, ce sont les anciennes colonies françaises. Ce sont des départements français qui ont eu une histoire commune, une histoire basée sur la colonisation, sur l'esclavage et sur la déportation. 400 ans d'esclavage en réalité. Donc,
400 ans ont permis, en fait, comment dire, ont accumulé un retard considérable chez nous, considérable. Aujourd'hui, si on parle de loi d'égalité réelle, c'est qu'on a conscience aujourd'hui, l'État français a conscience que ce retard est considérable. Donc, pourquoi pas créer une dotation liée à l'histoire, et ainsi ce qui permettrait aux collectivités de ne pas lever le levier fiscal. Car je le rappelle, c'est la version soft de la réparation. De la réparation. On peut l'appeler comme on veut. Hein. Moi, le terme, il faut voir ce qu'il y a derrière les mots. Appelons réparation, politique de compensation, ça m'est égal réellement. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de quelle façon les Martiniquais qui ont un salaire moindre, pour ceux de ma génération, à plus de 50% sur le chômage, comment permettre à tous ces Martiniquais de vivre dignement aujourd'hui. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, appeler réparation, compensation. Ça, c'est pour rattraper le retard, relancer l'activité. Exactement. Mais à travers quel levier? Le levier des collectivités locales? Oui, à travers les leviers, soit des communautés d'agglomération, soit des municipalités. Mais c'est surtout que le levier fiscal ne soit pas le seul qu'on peut utiliser pour les collectivités. C'est tout. On a tous conscience aujourd'hui dans quel état est le pays aujourd'hui. Nous avons beaucoup de personnes à la retraite, nous avons des jeunes qui partent. Et avoir cette politique permettrait, d'une part, comme je l'ai dit, de vivre dignement en Martinique. Ce que j'appelle dans notre écosystème naturel. Quand vous dites cette politique, en fait, vous voulez qu'il y ait une dotation de l'État plus importante pour nos régions en raison du passé. Exactement. C'est ça, pour résumer. C'est exactement ça. En raison de notre histoire commune. Très bien. Très bien. Alors, on continue le tour de table. Émilie Joncard, je reviens vers vous. Si on devait retenir à l'intérieur de votre programme, parce que ça nous a rassurés, vous en avez un. Il y a des candidats de Martinique Citoyenne qui disent non, non, ne parlons pas de programme, parlons d'autre chose. Au moins vous avez des choses à nous dire. Quelle serait la priorité des priorités ou les priorités majeures? Alors, c'est l'ADN de Martinique Citoyenne. C'est la consultation citoyenne systématique. Nous pensons qu'avant qu'il y ait des lois, qu'on nous impose des lois, nous allons porter cette loi, cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée pour que les Français soient consultés systématiquement chaque fois qu'il y a une loi qui va modifier nos habitudes, notre vie, notre quotidien. Un peu comme ça se fait en Suisse. Voilà, un référendum. Les votations. Alors, ça peut être le gouvernement qui dit, bon, ben, s'il voit qu'il y a un mouvement dans la population. Par exemple, lorsqu'il y a eu le mariage pour tous, je ne dis pas que je suis contre. Je suis juste en train de prendre un exemple. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On a vu la population française descendre dans la rue en bataille rangée. Et au milieu, il y avait la police. Et bien, à ce moment-là, on aurait pu faire appel à une consultation citoyenne. Et là, le président de la République se remet au résultat. Il y a bientôt une proposition... Vous imaginez que, par exemple, sur des questions de société comme celle que vous venez d'évoquer, par exemple sur la peine de mort, vous auriez fait la même chose. Vous auriez fait un référendum sur la peine de mort? Là, c'est vraiment une extrême. C'est important. C'est important, mais bon, je ne pense pas que quelqu'un va revenir sur la peine de mort. Ça, non, quand même. Non, mais je pense à l'époque où on a proposé, où François Mitterrand a proposé au Parlement, parce que c'est le Parlement qui a voté l'abolition de la peine de mort, ce n'est pas le peuple, hein, vous êtes d'accord? Là, vous dites, le peuple aurait décidé, par exemple, de l'adoption ou non de la loi sur le mariage pour tous. C'est ce que vous venez de dire. Voilà, on propose à la population. Par exemple, il y a un projet, justement, de la dépénalisation du cannabis. Ça aussi, on pourrait porter cette loi. Donc les députés ne servent à rien, en fait? Ah, si, quand même. Mais attendez, madame, les députés, ils sont élus sur un programme. Une fois qu'ils sont à l'Assemblée, ils amènent une loi, il y a des gens qui descendent dans la rue et vous redonnez la parole aux gens qui sont dans la rue? On peut consulter parce que le gouvernement peut bien légiférer, applique le 49.3. On passe la parole aux citoyens pour que les citoyens puissent justement participer à l'exercice du pouvoir. Avec tous les risques possibles. Alors, il vous reste 2 minutes, Madame Joncard, donc je vous arrête ici puisqu'il faudra répondre aux questions de Mike Erasque. Madame Seysoutane, donc 5 minutes 15, donc il faut réserver un peu de temps pour Mike Erasque, donc pour quelques minutes pour présenter vos grandes priorités si vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Alors d'abord, j'invite toute la population du Sud à venir samedi 27 mai à 19h au Centre culturel de Rivière-Salée
parce que là, j'aurai toute l'attitude pour parler de mon programme Ça, et c'est je ne du serai pas pragmatisme. bloquée dans le temps, déjà. Donc ça, c'est important pour moi. Mais maintenant, concernant nos priorités... Vous avez 2 minutes 08 en fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, heureusement que j'ai dit ça. Samedi 27, il ne faut pas le rater. Vous avez donné l'heure. À 19h au centre culturel. Il ne faut pas le rater parce que 2 minutes, je n'aurai jamais le temps. En tout cas, je pense qu'il est important de protéger les personnes fragiles. Et quand on dit ça, on protège toutes les personnes fragiles. Alors, celles qui peuvent... au niveau de la santé, comme c'est vraiment un sujet très important, ça permettrait qu'il n'y ait pas une médecine à double vitesse. Donnez-nous des éléments pratiques, pragmatiques. Quand vous dites protéger les... Tout le monde a envie d'être d'accord avec vous, Madame Seyssoutan. Mais là, vous êtes députée, vous proposez quoi concrètement? Alors, par exemple, Madame Jocard vient de proposer quelque chose de précis. Par exemple, pour les enfants qui sont... J'ai eu l'occasion de visiter la prison de Ducos, où il y avait des mineurs. Des mineurs sont internés, incarcérés dans cette prison. Moi, je pense qu'on devrait trouver un dispositif pour mettre ces enfants, ces jeunes, parce que nous en avons malheureusement beaucoup, dans des centres qui ne sont pas des prisons, mais qui sont réellement des centres de formation, qui leur permettraient, tout en étant responsables de leurs actes, mais d'avoir des réponses qui correspondent à ce qu'on attend d'eux. Ça, c'est un exemple. Au niveau de l'éducation, on a énormément de champs. Par exemple, moi, j'aimerais qu'on puisse restaurer l'autorité au sein des établissements, qu'on puisse restaurer l'autorité au sein de la famille. Je pense qu'il est important d'aller plus avant dans la protection de la famille, c'est-à-dire de l'équilibre familial. Alors, pas seulement les familles monoparentales, mais stop. Je vous arrête. Vous voyez comme j'ai raison de dire que samedi, il faut venir. Ils vous ont entendu. Monsieur Duval-Violeton, une grande priorité que vous défendriez si vous êtes élu? La santé est aussi ce qu'il y a comme problème face au chlordécone. C'est ça toute ma dimension. C'est l'urgence qui m'a déterminé en tant que médecin. Donc, bien dans ses baskets. Et pour ce faire, ce problème récurrent n'a pas été traité jusqu'au bout. 76 interdits aux USA. 93 interdits en France. Dans les années 2012, interdits en Martinique. Il en a fallu du temps pour pouvoir prendre conscience. Et le 10 mai de cette année, il y a eu une proposition de loi qui demandait à réparer les préjudices. Réparer les préjudices et essayer d'accompagner ceux qui ont subi ces préjudices pour pouvoir mieux faire leur démarche. Mais 2014 à 2016, 30 millions d'euros ont été mis en place uniquement pour pouvoir comprendre en épidémiologie, c'est-à-dire quel lien il peut y avoir. Mais à quel moment on sera à pouvoir dire que tel ou tel individu est porteur de ces risques avec ce chlordécone? Et j'insiste que ma position et ma place de médecin est plus que importante. Parce que de proposition de loi, celui qui l'a inspiré, il ne se représente plus. Qui c'est qui va, en tant que professionnel, s'attacher à de telles choses? Très bien. Monsieur Dubois, une grande priorité. Enfin, vous avez eu le temps d'égrener quelques propositions. Tout à fait. Nous, notre programme, il est consultable sur upr.fr. Donc, je dis, si vraiment les gens veulent aller voir, il est très très dense, très complet. Sinon, une grande mesure, je veux dire pour la Martinique, ce serait d'œuvrer pour qu'il y ait une réduction des coûts de téléphonie et Internet, parce qu'on parle de continuité territoriale. C'est vrai, les transports, c'est une chose, mais maintenant, il faut vivre aussi avec son temps. Et aujourd'hui, Internet, la téléphonie ici, c'est très très cher par rapport à la métropole. Moi, je pense qu'il faut vraiment agir là-dessus pour le pouvoir d'achat. Alors nous, on avait un grand programme de renationalisation des grands opérateurs téléphoniques, etc. Et des médias. Oui, des médias aussi, TF1 notamment, ça vous a pas échappé. Oui, mais non, vous avez vu? Oui, j'ai vu ça, en effet. Vous voulez renationaliser TF1? Oui, mais et sur la téléphonie, les réseaux d'adduction d'eau, d'électricité, vraiment agir là-dessus. Il faut que l'État mette son doigt là-dedans pour réguler tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont pas normales. Il y a il y a une espèce d'arnaque. Bah oui, il y a un peu des ententes tarifaires. Bon, il faut mettre un petit peu d'État là-dedans. Comme disait De Gaulle, il faut mettre de l'État, sinon ça merdoit. Alors, Hervé Pinto, il vous reste 1 minute 38. Et comme il faut répondre aux questions de Mike Erask, si vous voulez bien, on va l'accueillir. Mike Erask va nous rejoindre sur ce plateau pour aborder avec vous les incidences de ces législatives sur l'échiquier politique local. Bonsoir, Mike. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Justement, Monsieur Pinto, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment le qualifier? C'est un mouvement, c'est une association?
collectif justice. Un Comme son nom regroupement. l'indique- Comme son nom l'indique, c'est un collectif. Un collectif, d'accord. Est-ce que votre candidature à cette élection constitue la première étape dans la constitution d'un mouvement, d'une force dont l'injustice, la dénonciation des injustices serait le moteur? Alors, je vous invite, Monsieur Irask, à lire notre programme, puisque notre programme n'est pas focalisé sur l'injustice et la justice. C'est vrai que la justice et l'injustice fait partie des pôles forts de notre action, mais vous verrez que dans notre programme, eh bien, le point numéro 1, c'est la santé. Parce que la santé, c'est le premier de tous les biens. Alors, il n'en est pas moins vrai que la justice, c'est la colonne vertébrale d'un État. Et que par conséquent, on ne peut pas faire justice soi-même. Donc, si la justice va mal, tout va mal. On ne peut pas avoir, donc ce sera vraiment une colonne vertébrale. On ne peut pas avoir, par exemple, des magistrats qui ont prêté serment et qui, au nom du peuple français, font tout et n'importe quoi. Et je sais de quoi je parle. Il faudrait m'inviter dans le cadre d'une autre émission qu'on puisse en parler. Est-ce que, on sait que ne serait-ce que sur les 10 dernières années, un certain nombre de Martiniquais, dont vous, ont fait les frais, au sens propre et au sens figuré, d'un certain nombre de dysfonctionnements ou de déni de justice, de problématiques liées à la justice. Est-ce que vous avez déjà un vivier, entre guillemets, bon, le mot n'est peut-être pas le meilleur, un vivier potentiel justement de justiciables, même si vous avez dit que l'axe majeur n'est pas que celui de la dénonciation des injustices, qui vous accompagneront ou qui vous accompagnent déjà au sein de ce collectif? Oui, nous avons un certain nombre de personnes, mais je vous répète encore, puisque vous voulez rester uniquement sur cet axe-là, je vous répète que dans mon programme... ça s'appelle collectif justice. Oui, oui, d'accord, mais bon, la justice, il y a la justice sociale, les autres l'ont dit, effectivement, la justice dans tous ces compartiments. Alors, nous avons aussi différentes problématiques liées aux impôts, d'ailleurs, dans notre programme, puisque sur la circonscription sud, il y a eu des problématiques et quand même un mouvement fort que nous soutenons. Et nous pensons qu'il faut aller plus loin, notamment au niveau des frais de succession. Parce que beaucoup d'aînés trouvent anormal qu'après avoir travaillé toute leur vie, eh bien, avoir payé des impôts sur le revenu, TVA et j'en passe, et tout ce qu'on paye comme taxe, ils sont encore taxés sur la transmission de leur patrimoine. Ça aussi, ça mérite débat. D'accord, merci. Alors, Monsieur Dubois, bonsoir. François Asselineau a recueilli 1407 voix au premier tour de la présidentielle en Martinique. En Martinique. Tout à fait. Tout est à faire, tout est à construire pour l'UPR en Martinique. Ça ne vous effraie pas, vous et les autres candidats de l'UPR? On avait fait déjà 260 voix aux européennes en 2014. On est passé à 1407 voix pour les présidentielles. Et là, on espère au moins faire aussi bien. On espère, même beaucoup plus si on veut. D'autant plus que là, il y a la question du financement des partis politiques qui est en jeu. Donc nous, plus on aura de voix et plus ça va nous permettre de développer notre mouvement qui est déjà un mouvement de très grande ampleur. Donc vous êtes parti sur le long terme. Bien sûr. Vous disiez que tout à l'heure, ça va peut-être échapper, que vous êtes en Martinique depuis 12 ans. 12 ans, d'accord. 12. Oui. Donc vraiment implanté... oui, a priori, oui. Et est-ce que cette élection législative sera, par exemple, le premier pas à une élection locale, par exemple, et municipale dans le sud, au Diamant, par exemple? Non, on peut imaginer ça? Non, je ne pense pas, parce que moi, mon rôle, je suis délégué départemental avant tout de l'UPR, donc moi, mon rôle, c'est vraiment de développer le mouvement en local, sur la Martinique, mais également sur toute la Caraïbe, puisqu'on est vraiment un mouvement d'ampleur nationale, on prend vraiment même si après, on ne nous connaît pas très bien, puisqu'on n'a pas eu les grandes faveurs des médias. Ça, je reviens, je suis désolé, mais c'est vrai, c'est la vérité. Donc, l'UPR gagne à être connu. Il faut absolument que les gens aillent se renseigner sur Internet. Il y a upr.fr. On est numéro 1, par contre, sur Internet. On est le site politique le plus consulté de France. Alors, vous parliez de développement à l'instant. L'UPR en Martinique, c'est combien d'adhérents militants? Alors, nous sommes 84 adhérents sur la Martinique. Alors, les militants, c'est variable, parce qu'en fait, nous sommes tous des bénévoles, tous des personnes, on a des métiers, donc c'est pas évident de mobiliser. Voilà. D'accord, merci. Jérémy Ferdinand, quel que soit votre résultat à cette élection législative, est-ce qu'on peut dire que votre histoire politique avec le Sud ne fait que commencer? Le sourire est déjà un début de réponse. Non, mais je ne comprends pas la question. C'est-à-dire? C'est votre première partie. Vous avez participé à
à l'élection de la CTM sur un scrutin de liste. Tout à fait. C'est votre première candidature uninominale. On a rappelé votre âge tout à l'heure, jeune, moins de 30 ans. Donc voilà, c'est peu clair pour vous ma question. Est-ce que votre histoire politique avec le Sud ne fait que commencer, quel que soit le résultat de l'élection? L'histoire politique, généralement, ne fait que commencer. Non, mais la vôtre. Oui, mais votre mon histoire électorale, politique... j'ai voulu être un petit peu plus... Oui, mais mon histoire politique ou électorale ne fait que commencer, pas forcément au Sud. À ma question, oui, mais c'est-à-dire que nous avons un idéal. Nous avons un idéal pour la Martinique avec nos peuples-là. C'est-à-dire une Martinique où le citoyen serait réellement décideur de son avenir. Une Martinique écologiste et une Martinique qui est consciente de sa richesse. Aujourd'hui, on nous parle souvent on n'a pas de matière première. Au contraire, on a énormément de matières premières. Aujourd'hui, l'OMS nous dit qu'il faut sortir dans cette industrie pharmaceutique issue du pétrole. Il faut aller vers quelque chose pour plus vers la biodiversité. Nous avons cette biodiversité. Mais la question aujourd'hui, c'est comment nous, en tant que Martiniquais, profitons de cette biodiversité. Protégeons d'abord cette biodiversité et ensuite pouvons profiter de cette biodiversité. Voilà tout l'intérêt de ma candidature aujourd'hui et tout l'intérêt de mon implication politique en Martinique. Alors, est-ce que cette histoire politique avec le Sud pourrait passer en 2020 par les municipales à Sainte-Anne? Non, pour l'instant, nous sommes dans une élection législative et on va se donner le maximum pour déjà être au second tour et pour faire le meilleur score que possible. D'accord, ça c'est la réponse politiquement correcte, classique. Non, mais c'est un fait. Je suis candidat nous peuple pour ces élections et il y a un parti politique, à savoir le Modémas, qui est bien implanté à Sainte-Anne. Et ce sera au parti de décider. Mais pour l'instant, nous sommes dans une élection législative. Alors, merci. Monsieur Duval-Violeton, là encore, ça m'a peut-être échappé, mais vous êtes combien dans votre mouvement? Déjà, est-ce que le mot mouvement est approprié? Combien nous sommes d'habitants en Martinique? Combien nous moins sommes de 400 000. Vous voulez Alors, je la pense que précise? 400 000 personnes devraient pouvoir avoir eu à bénéficier de mon accompagnement parce que ce sont ces gens victimes de ces méconnaissances. Ils sont intelligents, mais ils ont soif de connaissances. Vous ne voulez pas répondre à ma question, en fait, je répondrai pourquoi. Nous sommes deux, ma représentante et moi, okay. et je vois que tous les jours... Mouvement naissant, quoi. Mouvement naissant, mais qui est né depuis 40 ans. Parce que cette essence est prise dans les conversations, dans cet accompagnement de patients. Vous imaginez que vous sortez le client ou le citoyen ou le patient, c'est le même individu qui gravite dans notre Martinique. C'est le ciment de notre société. Et nous avons la chance, en tant que médecin, de pouvoir être à son chevet, à sa souffrance. Et je suis content d'entendre autour de la table le mot santé, le mot colonne vertébrale. Qui, mieux qu'un médecin, pourrait être au chevet de ce peuple malade? Alors, j'ai noté enfin, je ne suis sans doute pas le seul à avoir noté des similitudes dans le propos, avec votre propos et celui de Madame Jonca. C'est un mouvement citoyen. Par rapport justement à cette inclusion du citoyen au centre des institutions de la vie politique. Remettre l'humanité au centre des débats. Est-ce fort de ces similitudes, de ces convergences, est-ce qu'un partenariat avec Martinique Citoyenne pourrait être envisageable? Nous sommes tous citoyens et je demeure libre. Et je vois qu'autour de la table, tous pourraient venir, non seulement m'accueillir, continuer à me pousser. L'appel est... J'espère que vous prenez note. J'ai causé largement, moins que tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a autant d'éléments. Il parle de programme, nous ne sommes pas au présidentiel. Moi, je parle d'options. Mais je pense que pour ne pas passer aux yeux des téléspectateurs comme étant un vendeur, comme un tour opérateur, chacun va son programme, vendeur de rêve. Moi, je reste dans des axes prioritaires, mais qui constituent la colonne vertébrale de toute société. Vous n'avez pas de santé, vous n'êtes plus rien. Et si je me suis engagé, je dirais pratiquement à la sortie de cette proposition de loi, à vouloir déjà indemniser, alors ça n'est qu'une proposition, sans avoir fait ni le diagnostic et la relation de cause à effet entre ce que nous vivons tous les jours. Il y a tous les jours des seins qui tombent dans le baquet du chirurgien, il y a des prostates qui tombent. Ça signifie que la notion de famille qui m'anime, il n'y aura plus de famille un jour en Martinique parce qu'il n'y aura plus de couple, sinon ils sont tous stériles. Qui voulez-vous mieux qu'un médecin à l'Assemblée nationale pour veiller au grain concernant cette loi qui devrait être un jour admise, mais leur application, parce qu'il y en aura d'autres de ces applications.
Je suis médecin et je pense que, Très bien. fier d'être gynécologue, c'est notre société de demain. Il faut savoir quel type de société nous voulons avoir pour demain. Est-ce que ce sont des gens malades ou ce sont des gens qui ont plein la poche et qui ne peuvent pas en jouir? Voilà, vous avez grignoté un peu sur votre minute de conclusion. Il restera 40 secondes. Madame Joncar, alors, vous dites, quand je dis vous, c'est vous et les d'autres composantes de Martinique Citoyenne. Vous dites que Martinique Citoyenne est anti-système, mais est-ce que réapparaître... Non? Non, ah bon, d'accord. J'avais cru comprendre le contraire. Alors, mais est-ce que réapparaître dans l'espace public quelque temps avant une élection, c'est le fonctionnement classique de la majorité écrasante des partis politiques, non? Nous n'apparaissons pas juste avant les élections. Nous fonctionnons. Nous avons, depuis les élections de la CTM, nous nous sommes réunis, nous avons constitué nous nous sommes constitués en association, nous avons des adhérents, nous nous réunissons, nous partageons les projets, nous travaillons autour des projets. Mais on a le sentiment que depuis décembre 2015, où en plus Martinique Citoyenne avait fait un résultat potentiellement intéressant pour l'avenir, on a le sentiment qu'il n'y a pas eu beaucoup de manifestations, d'événements, voilà, appelant justement à construire cette révolution citoyenne que vous appelez de vos voeux. Alors c'est sans doute pas le seul indicateur, mais à mon avis c'est un indicateur fiable. J'ai épluché entre guillemets la page Facebook de Martinique Citoyenne, c'est un indicateur fiable ou pas? Nous travaillons effectivement... J'ai pas noté d'événements très très récurrents depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je voulais vous dire, c'est que nous travaillons justement sur les réseaux sociaux. Nous sommes en relation avec la population sur Facebook, beaucoup sur Facebook. Et voilà, donc... par contre, nous souvent, à Tivoli, nous avons organisé des formations, nous avons organisé des rassemblements, nous avons organisé des rencontres. Et voilà, vous avez dû le voir également sur notre Oui, page je l'ai Facebook. vu, mais à intervalles, disons, pas très très réguliers. Et alors? Ah d'accord, oui. C'est une réponse comme une autre, effectivement. Est-ce que le rythme devrait s'intensifier après ces législatives? Après, oui. Après, oui. Merci. Madame Saïd-Soutan, rebonsoir. Qu'est-ce qui fonde votre certitude quasi inébranlable que vous pouvez gagner dès le premier tour? Tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez pour ça, ce qui veut dire beaucoup de choses à la fois. Ça veut dire quoi? Vous faites 50 réunions et 50 meetings par semaine, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ce travail qui a l'air particulièrement intense? En tout cas, quels que soient les projets que je nourris, je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Et je suis accompagnée de personnes qui sont extraordinaires et qui font le travail sur le terrain avec moi. Et nous avons des indicateurs qui nous permettent de dire qu'on va faire quelque chose d'exceptionnel le 10 juin. Exceptionnel, carrément. Oui, c'est des mots qu'il faut assumer en général, oui, mais j'assume, hein, et tant pis si je me suis trompée, mais moi je fais tout. En tout cas, je ne peux pas partir perdante du tout. Je suis partie, si je viens, c'est pour gagner. Je ne suis pas venue pour faire de la figuration. Auriez-vous un exemple de ces indicateurs que vous mentionniez à l'instant? Tous les jours, j'ai des indicateurs. Raison de plus. Alors, ce sont des témoignages. Je vous donne un exemple. Une personne parle avec une autre personne. Il dit qu'elle aime entendre cette femme-là en parlant de moi et qu'elle voterait pour moi, même si elle ne me connaît pas. J'étais un peu surprise. Et en fait, la personne dit que c'est mon discours simple, qu'elle comprend et qu'elle croit parce qu'elle connaît mes actes. Parce qu'on parle de programme, oui, mais vous savez, un programme, tout le monde peut faire un programme. Et par contre, les actes ne mentent pas. Si jamais, par exceptionnel, évidemment, à vous écouter, sur tout ce que vous venez de dire, vous n'étiez, non seulement vous ne gagniez pas au premier tour, mais que vous n'accédiez pas au second, est-ce que vous appelleriez à voter pour Jean-Philippe Mélan? Mais je n'arrive pas à comprendre ces scénarios qui sont cette hypothèse négatifs. Elle est tellement exceptionnelle que vous n'arrivez pas à l'envisager. C'est pas une manière de botter en touche par rapport à ma question. Alors, pas du tout. C'est parce que je suis vraiment déterminée. Je ne suis pas sereine. Contrairement à d'autres, je suis très déterminée. Vous êtes sur votre minute de conclusion, justement. Merci Mike. Alors nous arrivons justement au terme de cette émission. Il vous reste quelques instants. Alors pas tout le monde n'a pas 1 minute, mais je vous donnerai le temps pour conclure et donc vous adresser directement aux électeurs de la circonscription sud selon l'ordre défini par le tirage au sort. Et c'est donc vous, Madame Joncar, qui concluez en premier. 1 minute. Bonsoir les électeurs du sud de la Martinique. Je vous lance ce soir un appel à un engagement citoyen. Je m'adresse à vous, population du sud de la Martinique, et je vous dis ensemble, engageons-nous.
à chacun de vous. Vous avez été 47 963 personnes à ne pas aller voter aux élections de 2012. Chômeurs, chercheurs d'activité, jeunes, moins jeunes, citoyens critiques, engagés ou en retrait, ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, ceux qui ont voté par contestation pour le Front National. Vous qui souhaitez que les choses changent, je vous appelle à adhérer à une vision, à un projet avec Martinique citoyenne. Rassemblons-nous pour pouvoir décider ensemble. La mandature de 2017-2022 nous offre une véritable occasion d'initier la transition citoyenne. Citoyens du Sud, samedi 10 juin, je vous appelle à voter en masse pour Émilie Joncart. Je vous appelle à vous exprimer. Je vous appelle à cesser de contester par l'abstention. L'abstention n'amène à rien du tout. Je vous ferai entrer avec moi à l'Assemblée nationale le samedi 10 juin, voter en masse pour Émilie Joncart. Merci à Madame Joncart. Monsieur Pinto. Alors, j'ai combien de temps? 1 minute. 1 minute. Alors, j'ai noté tout à l'heure, Mme Saï Soutane a dit « on n'est pas tous si pourris ». Et là, elle dit que certains parlent de programme, mais que les actes ne montent pas. Alors, Mme Saï Soutane, vous avez quand même dit quelque chose d'essentiel, on n'est pas tous si pourris, nous ne sommes pas pourris. Et donc, justement, électeurs et électrices du Sud, vous connaissez ma détermination, mon dynamisme, et mon esprit, on va dire, fondé sur la notion du juridique, du respect de la loi. Donc je vous invite à analyser notre programme, à demander le programme. Il est sur notre page Facebook, Collectif Justice. Demandez notre programme, dans la circonscription aussi, et votez, faites voter massivement pour Hervé Pinto et Gérard Nivan pour que vraiment ça change et que le mensonge s'arrête. Merci à M. Pinto. Jérémy Ferdinand. Je veux dire aux Martiniquais, et principalement ceux du Sud, je ne veux pas vous dire de voter pour moi sans que vous ayez conscience de ce qui vous attend. J'ai été intronisé par le mouvement Nous Peuple pour défendre ces valeurs écologiques, ces valeurs sociales, ces valeurs culturelles et aussi ces valeurs identitaires. Par conséquent, je préfère vous inviter à ce que j'ai appelé la rando conscience. La rando conscience, c'est une randonnée qu'on va organiser le samedi 27 à 8 h au Jardin de la Santé à Sainte-Anne, et nous partirons du Jardin de la Santé et nous arriverons au Piton de Crèvecoeur. Là, vous verrez l'étendue de notre richesse. Vous verrez que nous avons des matières premières et nous sommes capables de les protéger et aussi de les exploiter. Donc, venez le samedi 27 à ma rando conscience pour partager ce bon moment. Venez et n'oubliez pas une chose, hein, c'est ensemble qu'on construit notre idéal. Merci, Monsieur Ferdinand. Monsieur Dubois. D'accord, bien moi je m'adresse donc à toutes les Martiniquaises, tous les Martiniquais qui me regardent. Je vous invite à aller regarder notre site internet upr.fr, regarder toutes les propositions que l'on fait, découvrir notre mouvement qui est un mouvement d'ampleur nationale, même s'il n'est pas beaucoup retransmis dans les médias. Nous avons 28 000 adhérents. Nous vous appelons à voter pour tous les candidats de l'UPR qui se présentent dans toutes les circonscriptions de Martinique afin de nous aider à développer notre mouvement et afin de montrer qu'il est possible vraiment de changer les choses en politique, mais à partir du moment où on a vraiment des convictions, une ligne de conduite, une droiture. Il faut absolument relever la tête. Merci. Merci. Daniel Duval-Violeton, le mot de la fin. Vous savez que conclure, c'est une bêtise. Sur une page d'histoire qui commence, un chemin commence par un pas. Je ne vois pas comment, il y a 40 ans, j'ai commencé avec ce peuple à les informer, à les entendre, à les écouter, à reporter dans mon environnement professionnel toute cette souffrance. Je voudrais qu'ils continuent à penser et à croire que je vais toujours les protéger. C'est cette démarche qu'il faudrait conclure. S'il y avait une conclusion à faire, c'est qu'ils me fassent confiance à moi, Daniel Duval-Violeton Daniel. Je répète Daniel parce qu'ils me connaissent sous ce pseudonyme, docteur Daniel. Eh bien, c'est ce protecteur accompagné de mon remplaçant, Madame Hélène Grissier. Je voudrais qu'ils me fassent confiance et qu'ils m'envoient à cette assemblée pour porter leur voix. Merci, parce que je voudrais une société apaisée, une société généreuse, une société libre. Merci, Monsieur Duval-Violeton. Madame Saï Soutane, il vous reste 40 secondes pour conclure. Oui. Électeurs et électrices martiniquais et martiniquaises du Sud, vous connaissez ma détermination.
vous connaissez mes actes. Je vous demande d'être aussi déterminés que moi, aussi déterminés que Gabriel Lagrancourt, aussi déterminés que notre équipe. Et faites du 10 juin une journée exceptionnelle. Faites voter, votez en masse pour Sylvia Seytoutane et Gabriel Lagrancourt. Et venez samedi 27 au Centre culturel de Rivière-Salée. Merci à vous. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci, Mike Irask. C'est la fin de ce numéro Réponse spéciale législative. Rendez-vous jeudi prochain, 1er juin, même heure, même antenne, pour une nouvelle soirée débat, avec cette fois les candidats de la circonscription Centre-Atlantique. Merci de votre fidélité et d'ici là, très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes.